Bonsoir et bienvenue dans la série Les Guerres Invisibles, une production 100% indépendante réalisée par l'agence d'information Citizen Light. Notre indépendance est possible uniquement grâce à nos 2000 abonnés que nous remercions une nouvelle fois chaleureusement pour leur soutien. Et si vous appréciez cette émission à venir, n'hésitez pas à vous abonner sur citizenv.com. Ce soir, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet sur lequel il y a un soi-disant consensus scientifique et qui pourtant suscite beaucoup de débats, voire même de la défiance au pays de Pasteur. Vous l'aurez compris, nous allons parler des vaccins. Les vaccins en question, quelle efficacité ? Quelle toxicité? Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 invités qui étudient la question vaccinale depuis des années. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Michel Delorgeril. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présent. Vous êtes médecin, épidémiologiste et vous êtes aussi chercheur au CNRS. Votre parcours fait de vous un spécialiste en méthodologie des sciences pour évaluer la recherche scientifique. Vous avez d'ailleurs écrit 9 ouvrages précisément sur le sujet des vaccins. Vraiment, merci à vous. C'est un honneur de vous accueillir sur le plateau de Citizen Light. Nous avons aussi le plaisir ce soir d'avoir avec nous Sophie Guillot. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être présente avec nous. Vous n'avez aucune formation en santé, mais en tant que mère, depuis une trentaine d'années, vous faites des recherches sur la question des vaccins et vous vous présentez, vous vous déclarez comme lanceuse d'alerte dans le domaine de la santé. Vous êtes aussi administratrice d'un groupe Facebook de près de 50 000 membres qui s'appelle Info Vaccin Prévenard et vous avez créé récemment un collectif pour aider les familles dans des situations de difficulté en lien avec la vaccination ou la santé de manière plus large qui s'appelle Collectif Information Santé. Merci à vous d'être présente avec nous. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau le docteur Bernard Roulet. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes donc médecin hospitalier. Vous avez écrit la postface du livre de Pamela Hacker, Les vaccins en question. Et vous êtes aussi intervenant régulièrement sur des événements publics. Vous faites des conférences sur la question des vaccins. Donc, pour permettre aux auditeurs de mieux vous connaître, rapidement, j'aimerais que vous parliez de vous, de votre parcours, mais surtout, quelle est votre motivation à vous être intéressé à la question de la vaccination? Pourquoi vous avez porté un intérêt et fait tant de recherches depuis plus de 10 ans maintenant pour vous, docteur Delorgeril, sur la question? Alors, 11 livres sur les vaccins. 11 livres, excusez-moi. Merci pour cette précision. Alors, pourquoi je m'y suis intéressé? C'est parce que quand vous vous intéressez, quand c'est mon métier au CNRS, à la méthodologie des sciences, évidemment, les sciences médicales, c'est a priori le sujet le plus intéressant pour moi. Et j'ai découvert tardivement, malheureusement, que la médecine des vaccins n'était pas une médecine scientifique. La médecine des vaccins n'est pas une médecine scientifique. Voilà. Donc, il nous faut définir ce qu'est la médecine scientifique, mais c'est pas l'objet de ce film. On le fera une autre fois, ou bien vous pouvez avec plaisir consulter mes articles scientifiques ou mes livres. Mais pour moi, c'est devenu quasiment un apostolat. C'est essayer de rappeler aux confrères médecins, aux familles, au public, que la médecine des vaccins n'est pas une médecine scientifique et que par conséquent, il faut la discuter. Il faut analyser, et il faut analyser chaque vaccin. D'où l'intérêt de cette soirée. Exactement. Parce que là, on va pouvoir aborder plus en profondeur cette question-là. Docteur Bernard Roulet, pourquoi vous êtes intéressé à la question vaccinale? Je me suis intéressé très tôt, au début de mes études, et ensuite j'ai fait des spécialités pneumologie, où j'ai soigné des tuberculoses, des rougeoles de l'adulte. Puis ensuite, je me suis orienté vers la cancérologie pure et dure. J'ai soigné des cancers du col. Et mon intérêt pour les vaccins ne s'est pas démenti tout au long de ma vie, mais il a été renforcé par l'épisode Covid, disons. Et là, j'ai replongé à fond dans le sujet, notamment pour la vaccination des enfants. Voilà. Tout à fait, en lien avec l'obligation vaccinale, on va en reparler, qui est arrivée en 2018. Je suis partisan chaudement de la liberté vaccinale. Merci pour cette contextualisation. En essayant d'y trouver des justificatifs scientifiques. Tout à fait, c'est ce qu'on va essayer bien évidemment de garder comme fil rouge au cours de cette soirée, la dimension scientifique. Et Sophie Guillot, j'en ai parlé un peu en introduction, vous êtes mère, mais au-delà. En fait, je suis tombée sur le sujet un peu par hasard, puisque pendant une bonne partie de mon existence, c'était un sujet que, comme disait Marisol Touraine, qui ne se discutait pas. C'était une évidence, je ne me posais même pas la question, jusqu'au jour où
j'ai été enceinte de mon premier enfant et une amie m'a proposé différents ouvrages à lire successivement, et dont un qui avait un très bref chapitre sur la question de la vaccination pédiatrique. J'étais très étonnée parce que c'était un bouquin écrit par un pédiatre américain qui recommandait de vacciner le moins possible et le plus tard possible. Ce qui, moi, ça me faisait un peu tomber de ma chaise. Donc j'en ai reparlé à cet ami en disant c'est bizarre quand même ce qu'il dit là. C'est à l'inverse du discours dominant. Voilà, ça me paraissait contradictoire avec ce que je pensais à l'époque. Et elle m'a passé un autre bouquin sur le sujet. Et bien ça, c'était en 1993. Et depuis, je n'ai jamais cessé de passer d'un bouquin à l'autre, en fait. Donc à l'époque, je n'avais pas Internet, rien du tout. Hein. J'ai lu tel bouquin qui parlait accessoirement de tel ou tel autre livre. Et puis par hasard, je suis tombée sur d'autres livres. Et petit à petit, j'ai découvert un certain nombre de choses. En tout cas, cette première lecture a été telle que... elle a jeté un énorme doute dans mon esprit sur la pertinence et la fiabilité de la vaccination pédiatrique. Et ça m'a décidé de faire une chose, c'est de jamais vacciner aucun de mes enfants. Ce que j'ai fait. Je n'ai jamais vacciné aucun de mes 3 enfants. Malgré les contraintes Oui, malgré les contraintes. Donc, justement, si j'ai décidé de me mobiliser après coup, c'est que ce choix a supposé que je fasse des choses illégales et que je me cache. Et donc, il fallait être extrêmement discrète, etc. Et moi, j'ai décidé de me mobiliser parce que d'abord, je pensais que tout ce que j'avais appris depuis toutes ces années, c'était intéressant d'essayer de le transmettre. Et ensuite, ça me semblait important d'aider les futurs parents à ne pas être contraints à faire ce que j'ai dû faire. Parce que toute obligation contraint les personnes qui se rendent compte qu'il y a un problème à tricher ou à se débrouiller pour trouver des solutions alternatives. Donc moi, j'ai pas envie que mes enfants, aujourd'hui, s'ils ont des enfants, soient obligés de faire comme moi, ou soient obligés de quitter la France pour ne pas vacciner leurs enfants si c'est leur choix. Oui, parce qu'on va voir que c'est très différent dans de nombreux pays en Europe ou ailleurs dans le monde. Et donc cette émission, elle est aussi là pour les futurs parents qui se posent des questions. Absolument. Avec toute votre expertise, vos recherches qui vont leur permettre, je l'espère, de les éclairer du mieux possible. Je me rappelle donc qu'aujourd'hui, les arguments en faveur de la vaccination, ils sont quasiment unanimes. L'Organisation mondiale de la santé estime, je la cite, que la vaccination est l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les plus économiques. La vaccination aurait permis d'éradiquer de nombreuses maladies. On nous parle de la variole, de la poliomyélite, du tétanos, de la coqueluche, de la tuberculose, de la rougeole, pour ne citer qu'elle. Et toujours selon l'OMS, la vaccination permettrait d'éviter plus de 2000 morts par an dans le monde. On nous répète... 2 millions. J'ai dit quoi ? 2000. 2000, excusez-moi. 2 millions, merci pour... excusez-moi pour le lapsus. On nous répète inlassablement qu'on ne se vaccine pas que pour soi, mais aussi pour protéger les autres. On nous parle souvent de vaccination altruiste. Et ce discours nous encourage de manière unanime à soutenir toutes les campagnes de vaccination, quelles qu'elles soient. Et donc les autorités sanitaires vont dans le même sens. Vous citiez tout à l'heure Marisol Touraine, l'ancienne ministre de la Santé, qui disait sur France 2, les vaccinations, ça ne se discute pas. Et on peut citer aussi une ministre plus récente, Agnès Buzyn, qui a dit aussi « Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir rendu 11 vaccins obligatoires. » Donc la question de l'efficacité et de la toxicité des vaccins, elle est très polémique, elle crée beaucoup de confusion. Et donc c'est indispensable de faire une analyse scientifique, c'est ce que nous allons essayer de proposer ce soir, pour proposer un avis éclairé sur la question, vu qu'on manque d'informations, et sortir de ce discours unanime avec des experts que vous êtes, qui vont nous éclairer. Évidemment, c'est complexe, c'est très controversé, donc on va essayer de rester très factuel, de sourcer toutes les informations qu'on va transmettre ce soir et travailler tout simplement sur le rapport bénéfice-risque de la vaccination, efficacité, toxicité, qui est dans le titre de la soirée. Nous allons apporter une information équilibrée pour que chacun fasse ses propres décisions. Et donc, est-ce que les vaccins sont-ils toujours efficaces ? Certains vaccins sont-ils toxiques ? Quels sont les effets des injections vaccinales sur le système immunitaire ? Ou encore, un programme de vaccination systémique est-il toujours pertinent et rationnel ? Donc pour commencer la soirée, j'aimerais vous présenter un petit extrait vidéo que j'ai sélectionné en amont de l'émission pour, comme question préliminaire, réfléchir ensemble avec vous pourquoi le sujet de la vaccination est si sensible en France. On voit à travers les déclarations des ministres qu'il est très difficile de parler de vaccination. Et donc là, c'est un extrait d'un interview de Christine Kelly, qui a été interviewée par Éric Morillo sur les incorruptibles. C'était récent, c'est en septembre 2024, Magnéto. Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis... Oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez. Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... Non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale.
Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour C'est marrant CNews. parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué, même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Hein. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Pour CNews comme pour les autres médias. Docteur Delorgeril, pourquoi est-il si difficile de parler des vaccins en France? Eh bien, c'est une question à poser à des politiciens, à des sociologues, à des philosophes, etc. Moi, je n'ai pas une réponse. Je suis complètement étonné par cette censure, parce qu'on peut parler de censure. Hein. Et en parallèle à la censure, il y a l'obligation. Alors, juste une nuance, hein, c'est pas une véritable... On dit obligation, mais ça n'est pas une obligation. On ne vous envoie pas à la gendarmerie pour vacciner vos enfants. C'est plus subtil et c'est presque sadique, voyez, parce que, en fait, vous perdez vos droits sociaux, le droit à la crèche, le droit à l'école, le droit au collège, si vous ne présentez pas un carnet de vaccination correctement rempli. Bon, et vous êtes donc obligés, enfin les familles sont obligées, vous voyez, c'est de pur sadisme, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas échapper à la crèche ou à l'école. C'est la socialisation des enfants qui est en question. C'est une exclusion. Voilà, et comme dit madame, on est obligé de trouver des échappatoires. Vous vous rendez compte? Vous obligez les gens, au nom de leur liberté, de tricher. Ouais. Alors ça, c'est le premier point, et c'est vraiment... Ça me perturbe personnellement. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai du mal à admettre. Bon, ensuite, il y a pourquoi on n'en parle pas. Ben, déjà, ça, vous voyez, cette censure, c'est-à-dire cette atteinte à la liberté d'expression, vous voyez, il faut pas le dire. Oui, mais s'il y a une atteinte à la liberté d'expression, je dirais qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière et qui est plus politique ou philosophique. Je vous cite un bref texte de Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez des mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de la capacité de penser, de juger. Et un tel peuple, on peut en faire ce que l'on veut. La censure, c'est-à-dire l'incapacité de s'exprimer, merci de nous donner cette opportunité, ça veut dire empêcher le savoir. Et le savoir, je n'ai pas besoin d'aller chercher Tocqueville ou Voltaire, et le savoir, c'est le pouvoir. Et donc cette censure, ça nous renvoie à une idée très simple, c'est qu'on défend un pouvoir. Alors, je ne suis pas politicien, je ne suis pas philosophe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important et de très inquiétant sur le plan sociologique. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, il y a d'autres thèmes de la médecine qui donnent lieu à des censures. J'ai eu des plaintes au Conseil de l'ordre parce que j'osais dire que certains médicaments étaient inutiles et toxiques. Vous voyez, et dire ça dans un pays où on a accepté 35 ans de Mediator, sans qu'aucun universitaire, aucun professeur d'université, aucun cardiologue n'ait jamais donné l'alerte. Bon, je m'arrête là, mais vous voyez que ça contextualise, comme disent les journalistes, quelque chose de très inquiétant d'un point de vue démocratique. Et ça montre l'intérêt de cette émission pour aborder la question. Sophie Guillot? Moi, je pense que ce sujet est très difficile à aborder parce qu'il touche profondément chez nous quelque chose qui est la peur de la maladie, la peur de la mort et la peur de la souffrance. Donc toutes ces peurs-là font qu'il y a des gens
qui sont prêts à accepter n'importe quel discours du moment que ça les rassure, y compris si ce n'est pas basé sur des données scientifiques ou si les données qui sont présentées à la population sont, disons, trafiquées pour présenter ce qu'on a envie de présenter. Hein. Parce que c'est clairement ça. Enfin, on préfère un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui absolument. dérange. Par exemple, un mensonge absolument répété à l'envi en 2017, quand Buzyn défendait son projet des 11 vaccins obligatoires, elle prétendait qu'en France, il y avait eu des enfants qui étaient morts de la rougeole ces dernières années parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Or, si on regarde les chiffres officiels de l'INSERM sur les 10 dernières années avant 2017, c'est-à-dire entre 2007 et 2017, il y avait eu à peu près une vingtaine de morts, c'est-à-dire 2 morts par an. D'accord ? Et ce n'étaient pas des enfants. C'est ça le pire, c'est que ce n'étaient même pas des enfants. La moyenne d'âge, c'était 23 ans. Donc c'est un mensonge de la ministre. Voilà, c'est un mensonge. Il y avait 2 adolescents qui avaient 11 et 14 ans, il y avait un monsieur qui avait 68 ans, qui est mort de la rougeole, et les autres, c'était tous des gens entre 20 et 30 ans. Donc la majorité des gens qui étaient morts de la rougeole dans ces années-là, ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Donc certainement pas des nourrissons, etc. Alors je ne dis pas que la rougeole ne tue pas, mais si on va par là, moi j'étais très étonnée quand on a été reçu au ministère en 2017, parce que je leur ai dit, mais je ne comprends pas, vous mettez le vaccin rougeole obligatoire absolument, alors qu'il y a 2 morts par an. L'année dernière, en 2016, il y a eu 700 000 cas de varicelle, il y a eu 30 morts, et ça ne vous affole absolument pas. Donc je ne comprends pas, c'est incohérent. C'est quoi le sujet de santé publique ? Quand on a levé l'obligation du BCG en 2007, il y avait 750 morts par an de la tuberculose. Et on a levé l'obligation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que le vaccin n'était pas efficace. Point. Donc il y a des choses comme ça qui sont très interpellantes, quoi. Merci beaucoup. Et on va revenir vraiment sur tous ces faits en détail, parce que ça permettra parce vraiment que les choses sont différentes, vaccin par vaccin, maladie par maladie. Ce qu'on dit sur un vaccin, sur une maladie, n'est pas transposable. Donc, c'est très important d'être précisé. C'est pas du tout une émission pour. On dit, par exemple, se vacciner, c'est utile pour soi et pour les autres. C'est pas vrai pour beaucoup de vaccins. Il y a beaucoup de vaccins qui ne protègent pas les autres. Donc déjà, ça, c'est un premier mensonge. Comme quand on dit la variole a été éradiquée par la vaccination, c'est un deuxième mensonge, etc. On va y revenir en détail. Docteur Bernard Roulet ? Alors, la question, c'est... Pourquoi le sujet est si difficile à aborder, si sensible ? Alors, je vous confirme que c'est difficile, puisque j'ai eu autrefois l'opinion d'un directeur de Radio Libre qui avait laissé une totale liberté à ses responsables d'émission en disant « Vous traitez de ce que vous voulez, sauf des vaccins, sauf de la vaccination ». Bon, peu importe. C'est un exemple. Donc, votre question est pertinente. Et elle correspond bien à une réalité un peu cachée, je ne sais pas. Alors, moi, ce que j'ai observé dans ma vie professionnelle, c'est la vie des médecins, des discours de doyens, au début des études médicales. Si vous voulez, la vaccination en général, c'est-à-dire les progrès qu'elle a fait depuis Pasteur, en gros, a sauvé des vies. C'est une conquête de la médecine, c'est-à-dire c'est une victoire de la médecine et dans la santé publique, in fine, ça va mieux. Voilà. Donc ça, c'est devenu un dogme, et à partir de là, on peut comprendre que discuter ce dogme, c'est un peu porter atteinte, pour les gens qui le défendent, à la santé des gens ou des générations futures. C'est ça qu'ils pensent réellement. Bon, alors après, le fait qu'on interdise la discussion, là, ça devient totalement antiscientifique, parce que par définition, la science, c'est la controverse, c'est la discussion. Déjà au Moyen-Âge, dans les universités françaises, il y avait la disputatio, c'est-à-dire on écoutait les arguments hostiles. C'est quelque chose de sain, de constructif. Je crois même que quand l'Église catholique a fait des dogmes, elle faisait des réunions avant, où les gens exprimaient des avis avant de le définir en dogme. Pas autant de l'Inquisition. Oui, mais ça, c'est pas... Oui, peut-être. Mais, enfin, vous voyez, on est dans une situation où on a une sacralisation, en fait. Une sacralisation c'est le terme. De la vaccination. C'est sacré, parce que, voilà, j'essaye de répondre à votre question. Du point de vue des médecins pro-vax, si je peux qui font également, de ce fait, de la propagande. Parfois, c'est-à-dire qu'ils défendent avec des faux arguments une vaccination. Moi, je ne suis pas anti-vax ni pro-vax, je suis plutôt vaccino-réaliste.
Je ne peux pas. C'est intéressant de sortir en fait de cette binarité. Le travail considérable qu'a fait l'Institut Pasteur sur la biologie des infections. Je m'incline devant ça et j'écoute, je respecte. Mais après, il y a une question d'utilité à la population. Alors pourquoi ce débat n'est pas possible? Michel. Vous savez ce que le docteur Delorgerie a dit à propos du pouvoir. Vous savez aussi ce qu'a dit Voltaire, c'est-à-dire que si vous voulez savoir qui gouverne, cherchez les gens auxquels on ne peut rien critiquer et qu'on ne peut pas critiquer. Les incritiquables sont les gouvernants. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport, mais c'est possible qu'il y ait une question de pouvoir. Donc il y a une sacralisation et peut-être une question de pouvoir ou une question méconnue. Et souvent... Mais je pense aussi que le mur de l'absence de discussion va tomber. Je pense que les circonstances françaises et internationales vont faire que le débat va s'ouvrir. Eh bien, nous l'espérons et que cette émission y participe, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau de sortir de cet aspect manichéen, pro et anti-vax, où au contraire, on va essayer d'aborder les vaccins. Et en fait, ça nous renvoie en fait dans des clans et dans des divisions qui sont stériles, alors que les faits, c'est eux qui nous intéressent. Et donc, il est important de revenir aux faits. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu rapidement, parce qu'on va parler surtout de l'efficacité, de la toxicité des vaccins, mais rapidement aussi sur l'histoire et la théorie des vaccins, comment un vaccin ça fonctionne. Donc, je ne sais pas, Sophie Guillot, si vous voulez un peu nous parler de la vaccination globalement, même si on a des cours d'SVT tout un chacun au collège. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu rapidement l'histoire de la vaccination et son principe, s'il vous plaît? Le principe, en fait, c'est que pour un certain nombre de maladies infectieuses, on s'est rendu compte que quand des gens attrapaient la maladie et en réchappaient, ils ne l'attrapaient plus par la suite. Donc il semblait qu'il y avait des gens qui avaient une protection contre la maladie ultérieurement s'ils l'avaient attrapée et qui s'en étaient correctement remis. D'accord. Donc c'était valable pour un certain nombre de maladies infectieuses. Ce n'est pas valable pour toutes les maladies infectieuses, ni pour toutes les maladies transmissibles. C'est quelque chose qui est particulier à chaque maladie. Hein. Donc, en l'occurrence, la grande inquiétude à l'époque des tout premiers vaccins, c'était la variole, parce que c'était une maladie effectivement redoutable et redoutée. Puisqu'il y avait d'abord un certain nombre de gens qui l'attrapaient qui en mouraient dans des conditions parfois très dures, et que les survivants avaient des séquelles assez importantes. On parle de gens qui étaient aveugles, par exemple, suite à la variole, et aussi des gens qui étaient défigurés parce qu'ils avaient des cicatrices et que le visage ressemblait plus à rien. Donc, par exemple, il y avait des jeunes femmes, elles attrapaient la variole, elles en réchappaient, elles partaient au couvent, elles ne se mariaient pas, hein. Donc ça signifiait quand même une certaine mort sociale pour un certain nombre de gens. Donc c'est vrai que c'était une maladie qui faisait peur. Donc le premier, soi-disant, c'est GNR. En réalité, il s'est inspiré de choses qui ont été faites autrefois en Asie et en Asie centrale. GNR qui était anglais ? Qui était un médecin anglais, absolument. Et il avait entendu parler d'une femme d'ambassadeur anglais qui avait été... son mari avait été ambassadeur à Constantinople. Et elle-même, elle avait contracté la variole et elle avait entendu parler d'une solution quand elle était à Constantinople où on récupérait des croûtes de varioleux, on les déshydratait, on les réduisait en poudre, on les faisait inhaler aux personnes pour essayer de leur procurer une immunité. Donc de temps en temps, il y a des gens qui attrapaient la variole pour de bon, mais peut-être un peu moins forte que s'ils avaient contracté la maladie. Il y en avait certains qui étaient un petit peu malades quelque temps et qui en réchappaient et ensuite étaient immunisés contre la variole. Donc c'était un peu ça. Donc c'est ça le principe. Mais en fait, à l'époque, personne ne comprenait comment le système immunitaire fonctionnait. C'est très expérimental, empirique. Personne ne savait même ce que c'était un virus, une bactérie. Enfin bon, c'était voilà. Et Jenner en particulier avait observé que des garçons vachers qui traillaient des vaches atteintes d'une maladie qui ressemblait à la variole, mais qui était une variole des vaches. Donc il y avait des pustules sur les pies, visiblement n'attrapaient pas la variole humaine. Donc il a eu l'idée de récupérer du pus frais sur des pustules de vache et de l'inoculer par scarification sur le bras d'une personne saine. Donc il a quand même pris la précaution de prendre un enfant orphelin. Ça évite d'avoir quelques soucis, même à l'époque. Et il a fait ça donc en 1796. Et cet enfant orphelin, après 1 mois et demi, il lui a inoculé de la variole humaine pour de bon
par le même procédé, et l'enfant n'a pas attrapé la variole. Donc il a dit « Alléluia, j'ai trouvé ». Donc scientifiquement, ça ne tient absolument pas aujourd'hui, bien sûr, puisque d'abord, on ne peut pas se fier à un cas pour décider qu'on a trouvé une solution pour tout le monde. Les choses sont différentes d'une personne à l'autre. Et ensuite, ils ne savaient même pas que le virus qui récupérait dans le pus des vaches ne correspondait pas exactement au virus de la variole humaine. C'était probablement un virus de la même famille, mais ce n'était pas le même. Bon. Donc, de là est né donc, ce qui a été la variolisation. Donc, pendant un temps, il y avait des médecins qui se promenaient avec une vache qui était atteinte de variole et qui allaient dans les campagnes pour vacciner les gens. Donc, c'est quand même un peu comme ça que ça se passait. Et Louis XVI, ayant vu son grand-père mourir de la variole, Louis XV est mort de manière abominable de la variole. Un mois après que Louis XVI soit devenu roi, il a été variolisé. Il a passé un mois au fond de son lit. Donc, ce n'était pas anodin non plus. Aujourd'hui, j'espère quand même qu'aucun médecin n'envisagerait de prendre du pus frais pour l'inoculer à quelqu'un, parce qu'on se doute bien qu'il y a des cas où ça causait des septicémies, il y a des cas où il y avait des gens qui avaient véritablement une variole et qui en mouraient, et puis il y avait des gens qui réussissaient à développer une immunité. Donc, dans le tas, vu la gravité de la variole à l'époque, il y a un certain nombre de gens qui acceptaient de prendre le risque. D'ailleurs, les premiers variolisés ont beaucoup été des gens issus de la noblesse. Hein. C'était quelque chose de très chic et très... Voilà, c'était le dernier truc, quoi, le dernier cri. Mais pour autant, cette vaccination, cette première vaccination a fait d'énormes dégâts, bien entendu. Après ça, il s'est passé un certain nombre de choses dans l'histoire de la médecine, notamment au milieu du 19e siècle. Il y a eu Semmelweis, qui a été un médecin autrichien qui a découvert l'importance de l'asepsie. L'asepsie ? L'asepsie, la désinfection des mains, etc. Parce que il travaillait dans une maternité dans un grand hôpital de Vienne et dans une petite clinique où il y avait une maternité. Et il s'était rendu compte que la mortalité des femmes dans l'hôpital était très importante par une infection qu'on appelle la fièvre purpurale. En fait, c'était une maladie infectieuse que les femmes contractaient suite à l'accouchement. Il ne comprenait pas pourquoi il y en avait beaucoup plus qui mouraient alors qu'elles accouchaient à l'hôpital, alors que dans la clinique, il y en avait beaucoup moins. Et en fait, il s'est rendu compte que les médecins qui pratiquaient les accouchements sur les femmes faisaient des dissections de cadavres auparavant et ne se lavaient pas les mains, ne se changeaient pas avant de rentrer en salle d'accouchement. On considérait à l'époque qu'un médecin qui avait les mains sales, c'était un bon médecin parce que ça veut dire qu'il avait beaucoup de patients. Donc, Semmelweis a passé sa vie à essayer de faire comprendre à ses contemporains l'importance de se laver les mains. Et d'ailleurs, tout le monde lui riait au nez. L'importance de l'hygiène. Voilà, l'importance de l'hygiène. Donc ça a été super important. Et quand Pasteur est arrivé, par exemple, lui, qui a eu une attaque cérébrale avant qu'il découvre le vaccin de la rage, était obsédé par le fait de se laver les mains, les questions d'asepsie. Il avait certaines convictions qui étaient parfois complètement fausses, comme par exemple, il pensait que le corps humain était stérile, ce qui est complètement faux. Hein. Heureusement qu'on a un microbiote sur un certain nombre de muqueuses et sur la peau, sinon... On ne vivrait pas. On ne vivrait certainement pas. Mais en attendant... la grande découverte entre Jenner et Pasteur, c'est qu'on a compris qu'il y avait quand même une certaine importance sur l'hygiène. Voilà. Donc, évidemment que les choses ont évolué, mais en attendant, on répète à l'envi et sans arrêt que grâce à la vaccination, comme vous le disiez tout à l'heure, on a éradiqué de nombreuses maladies. En réalité, on a éradiqué une seule maladie depuis que la médecine existe et que l'homme est sur Terre, c'est la variole, point à la ligne. C'est la seule maladie qu'on n'ait jamais éradiquée. Les autres maladies, elles ont disparu dans certains pays, mais elles existent encore. Le tétanos ne sera jamais éradiqué. Par exemple, la tuberculose existe plus que jamais. Ça reste la première cause de mortalité par maladie infectieuse au monde. La polio n'a pas disparu, la rougeole encore moins, enfin, et j'en passe. Hein. Donc c'est des informations très réductrices que j'ai pu trouver. Oui, c'est-à-dire que, en fait, si on regarde en France, on se dit, bah oui, en France, il n'y a plus de diphtérie, il n'y a plus de polio, c'est grâce au vaccin. Oui, alors d'accord, mais pourquoi il n'y a plus de choléra ? On ne vaccine personne contre le choléra tout le temps depuis 80 ans. Pourquoi il n'y a plus de choléra ? Sans doute parce qu'on s'est préoccupé d'autres questions très importantes. Et je pense que la plus belle découverte qu'on a faite en médecine,
c'est la distribution de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées. Ça, c'est absolument déterminant. Souvent, on assimile l'extraordinaire augmentation de l'espérance de vie au cours des 150 ans passés à la vaccination, mais d'autres chercheurs valorisent aussi énormément l'hygiène, au sens large, hein, dont l'eau potable, et le retraitement des eaux usées, qui aurait, selon eux, joué un rôle primordial. Ça a joué un rôle primordial, mais il y a aussi, si on regarde la baisse de la mortalité aux États-Unis au cours du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a eu une baisse spectaculaire dans la première moitié du XXe siècle, alors qu'on utilisait encore relativement peu de vaccins et qu'on n'avait même pas découvert les antibiotiques. On va avoir des courbes bientôt là-dessus. En fait, sur la baisse de la mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie, il y a plusieurs facteurs qui jouent, les facteurs médicaux ne comptant que pour 10 à 11%. D'accord. Les autres facteurs qui sont déterminants, c'est l'amélioration des conditions de vie. C'est très rare d'entendre ça. Voilà. L'amélioration des conditions de vie, c'est très important, c'est-à-dire par exemple l'amélioration des conditions de travail, le fait que les enfants ne travaillent plus dans les usines et dans les mines, ça change tout. Le fait qu'il y ait des normes pour qu'il y ait des logements avec du chauffage central, une salle de bain, etc. Des ventilations. Voilà, des ventilations. On n'imagine pas que dans les années 50, par exemple, en France, à Paris, il y avait un logement sur 2 qui était considéré comme insalubre. Donc, c'est des choses qui sont capitales par rapport à l'amélioration de l'espérance de vie. Merci beaucoup pour ce bel exposé sur la question. Vous voulez rajouter rapidement un point sur l'histoire et le principe vaccinal, docteur ? Alors, là, on a parlé de la vaccination contre la variole, mais aujourd'hui, les vaccins sont totalement différents. Hein. Faites-nous un exposé assez rapide pour qu'on puisse aussi aborder tout ce qui est efficacité, toxicité. Ça serait trop technique, chaque vaccin correspondant à chaque maladie est différent des autres. D'accord. Hein, alors, les deux grandes classifications, c'est soit on utilise des substances que l'on a extraites d'un agent pathogène, que ce soit un virus ou une bactérie, c'est des substances mortes, qu'on injecte, et puis on peut aussi utiliser des agents pathogènes vivants qu'on a cultivés et que l'on va aussi injecter ou que l'on va donner par voie orale pour le vaccin polio oral. Maintenant, on propose des inhalations vaccinales pour la grippe. Vous voyez, donc, on ne va pas rentrer dans la technique de tous les vaccins, mais pratiquement tous les vaccins sont différents des autres. Il y en a qui se ressemblent un petit peu. Le vaccin contre le tétanos et contre la diphtérie, ils se ressemblent parce que ce ne sont pas des vaccins qui sont dirigés contre l'agent pathogène, c'est-à-dire les bactéries, mais dirigés contre la toxine qui est produite par la bactérie. La bactérie est méchante pour nous quand on tombe malade, non pas à cause de sa méchanceté propre, mais parce qu'elle sécrète une substance, on dit une toxine, qui nous empoisonne. Et les vaccins qui ont été conçus à l'époque, c'est déjà vieux, étaient dirigés contre la toxine. Donc il n'y avait aucune chance qu'ils empêchent la transmission de la bactérie, puisque la bactérie, elle n'était pas touchée. Vous voyez, donc l'idée que l'on puisse empêcher par la vaccination, par exemple, la transmission de la diphtérie, complètement fausse, puisque le vaccin est dirigé contre la toxine et pas contre le bacille de la diphtérie. Donc, si vous voulez, ça serait la faculté de médecine, hein, mais chaque vaccin a des particularités qu'il faut... Mais le grand principe reste le même, c'est d'injecter une petite quantité de poison, pour faire court, pour permettre au corps de développer une défense dans le futur s'il est exposé à ce même poison. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect... Le grand principe. Oui, le grand principe, c'est d'éduquer notre système immunitaire, de lui inculquer une mémoire, de telle manière que lorsque l'agent pathogène, le sauvage, non pas le vaccinal, va se présenter, eh bien notre organisme est prêt à répondre. Alors évidemment, vous imaginez bien que quand il s'agit par exemple de la grippe, l'agent pathogène est un agent respiratoire, et donc c'est notre système immunitaire, ORL respiratoire bronchique, qui avant tout va répondre. Et le vaccin, lui, c'est une injection qui court-circuite complètement l'essentiel de notre système immunitaire, prêt à répondre, en principe, à un agent respiratoire. Vous voyez, donc à la limite, on est dans l'absurde. De la même manière que le virus de la polio, c'est un virus intestinal,
Et on injecte, en France en tout cas, et dans tous les pays développés, on injecte des substances vaccinales. Et donc on court-circuite à nouveau tout le système immunitaire, on va dire intestinal. C'est absurde. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un vaccin oral. Celui-là, il est intelligent. Celui-là, il est intelligent. Mais si c'est un vaccin oral, je vais très vite, je m'excuse, mais si c'est un vaccin oral, ça veut dire que c'est un vaccin vivant. Et si c'est un vaccin vivant, qui est évidemment différent si c'est un virus, un vaccin vivant, donc avec un virus vivant, c'est différent du virus sauvage. C'est-à-dire que c'est un mutant. Mais qui a muté une fois, va muter d'autres fois. Donc si vous administrez un virus vaccinal muté à des milliers, voire des millions de gens, vous augmentez considérablement le risque que ce virus mute à nouveau. C'est ce qui se passe avec la polio. Les polios qu'on a aujourd'hui dans certains pays, ce sont des polios dus à un virus vaccinal et non pas au virus sauvage. Vous voyez, bon. Donc chaque maladie est un cas particulier et c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut en discuter, c'est pour ça qu'il faut des consensus pour décider qu'est-ce qu'on fait. Je vais terminer sur un autre aspect qui est très important à l'heure actuelle, c'est que au moment de la Covid, on peut se plaindre des conditions dans lesquelles la Covid est apparue, s'est développée, de la manière dont les gouvernants ont pris des décisions, etc. Mais il y a un point extrêmement positif, c'est qu'en 4 ans, les médecins, les familles, les populations en général, le public a appris considérablement sur le système immunitaire. Moi, je suis stupéfait là, en ce moment, de voir de quelle manière les immunologistes eux-mêmes ont redécouvert leur spécialité. Ils ont redécouvert, par exemple, que le système immunitaire, c'est pas simplement des anticorps, c'est pas simplement des lymphocytes. Vous avez une véritable barrière épithéliale quand le virus de la grippe, quand vous êtes exposé à ce virus, avant qu'il passe dans le sang et que vous ayez par exemple un syndrome grippal avec de la fièvre, vous avez une barrière épithéliale, vous avez un microbiote qui vous protège, et puis vous avez le système immunitaire. On l'appelle mucosal immune system. Vous voyez, en France encore, on n'a pas encore une traduction acceptée. Pourquoi ? Parce que notre système respiratoire a un système immunitaire propre. C'est lui qui va accueillir le virus de la grippe. Vous voyez ? Et quand vous injectez une substance vaccinale dans le muscle, vous court-circuitez complètement l'essentiel de votre système immunitaire. C'est très intéressant. C'est juste un exemple. Mais vous voyez, c'est des choses qu'il faut vraiment rediscuter, réanalyser, et puis il faut que des experts, même des experts qui ne sont pas tout à fait experts, parce que le spectacle que nous a donné la profession des infectiologues, des immunologistes, etc., pendant la Covid. Pas très réjouissant. Oui, c'était des gens qui étaient complètement dépassés. Je me permettrais de préciser, d'ailleurs, dans cette émission, nous n'allons pas aborder les vaccins ARN messagers, parce que c'est trop long pour aborder toutes les questions. On préfère rester concentré sur les vaccins, entre guillemets, dits classiques, avant la nouvelle génération qui est apparue ces dernières années. Donc c'est déjà très intéressant. On a appris des choses autour de l'hygiène, l'importance de l'hygiène dans l'évolution de la qualité, de santé des individus. Comment, en fait, les maladies n'ont pas été éradiquées malgré ce qu'on peut lire sur la toile. L'importance de la transmission aussi, où les vaccins ne protègent pas forcément de la transmission, même si on pourra peut-être approfondir. Et aussi l'enjeu des mutations. Comment la vaccination peut créer en fait des effets rétroactifs qui ne sont pas forcément toujours considérés et qui peuvent donc avoir d'autres conséquences. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu à l'efficacité des vaccins. Je me tourne vers vous, docteur Bernard Roulet. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est évaluée l'efficacité et aujourd'hui, même si après on prendra des exemples de vaccin par vaccin où je vous laisserai chacun à tour de rôle nous parler d'un vaccin précis ou de 2 vaccins précisément, pouvez-vous nous parler de l'efficacité, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on Actuellement, les vaccins sont soumis au droit pharmaceutique. C'est-à-dire qu'ils sont classés comme des médicaments, dans la catégorie médicaments jouant dans l'immunité. Et de ce fait, ils sont soumis à une autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM. Alors, le législateur envisage de mettre sur le marché des produits efficaces.
hein, pas des produits inefficaces. Donc il y a des règles de mise sur le marché, des contraintes, et que j'avais voulu schématiser avec ma petite flèche les 4 types d'essais thérapeutiques. On va l'afficher à l'écran. Avant, si vous voulez qu'un produit comme un vaccin soit mis sur le marché, il y a des études précliniques, c'est-à-dire chez l'animal ou si on a un modèle de la maladie infectieuse, puisqu'on a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Hein, un vaccin, c'est une maladie, un germe, un vaccin, comme disait Paul Bert, c'est-à-dire c'est spécifique. Hein. Bon, évidemment, il y a un travail considérable avant la mise au point d'un vaccin sur la maladie elle-même. Qu'est-ce qui fait que ce germe est pathogène? Quels sont ses gènes? Quelles sont ses protéines qui le rendent pathogène ou virulent? Et d'un autre côté, quelles sont les protéines? Sont-elles différentes? Ou les parties de ce microbe qui le rendent immunogène, c'est-à-dire capable de provoquer une réaction de l'organisme? On va essayer de dissocier les deux. On va essayer de faire un microbe modifié ou une partie de microbe, ou tout ce que vous voulez, ou du génie génétique qui fasse qu'on ait une réponse de l'organisme favorable à l'éradication de la maladie originelle, mais qu'on n'ait pas cette toxicité liée à la virulence. Un équilibre. Voilà. Et ça relève de la biologie des maladies et du système immunitaire. Donc, il y a des recherches... si on n'a pas étudié la maladie en aval, on ne pourra pas faire de vaccin. Bon. La façon dont on a mesuré l'efficacité des vaccins, c'est en fait leur pouvoir immunogène. Est-ce qu'ils provoquent une réaction une réaction de l'organisme Alors, il y a les anticorps qui sont en mesure, mais il y a aussi l'étude des cellules lymphocytes T, B, qui sont impliquées dans tout un tas de régulations, stimulées par ce produit. Ça s'étudie dans des modèles, animaux ou pas, ou chez l'homme, malade. Et au bout d'un moment, on peut se dire, telle maladie va guérir, en général, avec l'implication de tels mécanismes, des anticorps mesurables, qui sont neutralisants, qui détruisent le microbe. Mais là, c'est déjà une forme d'extrapolisation. Non, on connaît ça, c'est de la biologie, c'est de l'éthiopathogénie, c'est-à-dire le rapport entre une cause et la réalisation des symptômes. Ça, c'est le travail de l'infectiologie, je dirais, théorique ou expérimentale. Donc, au bout d'un moment, on sait ce qu'il faudrait faire pour guérir de la maladie. Et donc, on a ces produits immunogènes, on va les tester dans un petit groupe de patients. Pas de patients, puisque là, on a des sujets sains. Mais on va les tester dans un petit nombre de patients pour voir le taux d'anticorps, pour mesurer les réactions immunologiques chez l'homme, vraiment. Mais vu que le système immunitaire est compliqué à comprendre, au final, on mesure qu'une partie de la réaction du corps et on ne prend pas forcément la globalité. La régulation du système immunitaire, c'est quelque chose de... le docteur Delorgerie l'a parlé des différents systèmes spécifiques ou pas, des barrières, mais c'est un monde. Il y a encore des inconnus. Les grands immunologistes disent qu'ils ne connaissent pas tout, bien sûr. Et donc le vaccin, c'est vrai, s'adresse à quelque chose de très particulier dans ce domaine-là. C'est un peu soit un éléphant dans un magasin de porcelaine, soit un rat qui pique une assiette dans le magasin de porcelaine, et c'est tout. Bon, mais enfin, je reviens à l'essentiel de l'exploration de l'efficacité, c'est-à-dire l'essai thérapeutique. Ça, c'est je vous dis, un certain nombre de patients, mettons d'abord 2-3 pour voir qu'il n'y ait pas d'incident, puis ensuite un groupe de 50 ou 100 qu'on vaccine et dont on voit les paramètres biologiques de la réponse immunitaire. D'accord ? Et si on a cette réponse, on peut se dire que le vaccin produisant les anticorps ou les systèmes de défense qui sont utiles dans cette maladie, il va être efficace pour la prévenir. Voilà. Alors, ça, c'est assez théorique. Non, ça c'est pratique. Oui. C'est ce qui est fait avant la mise sur le marché d'un vaccin. Et l'Agence européenne des médicaments n'exige pas systématiquement des essais complémentaires à ça. C'est-à-dire que si on a un produit qui produit une réponse immunitaire spécifique de la maladie pour laquelle elle est utilisée, elle peut être considérée comme un vaccin actif. La réalité est qu'il faudrait des essais thérapeutiques, c'est-à-dire de véritables expériences dans une population de patients,
pour montrer ce qu'on appelle l'efficacité dans la population, c'est-à-dire est-ce que réellement ce produit fait plus que l'absence de traitement. Vous savez que quand vous dites à un médecin, un vieux médecin, je prends souvent cet exemple, vous dites à un vieux médecin, j'ai trouvé un truc pour mon rhume, je l'ai raccourci mon rhume, il vous dit oui, un rhume traité c'est 8 jours, et un rhume non traité c'est 1 semaine. Il veut vous faire dire par là que dans sa tête et dans son expérience, il a déjà comparé. Vous voyez, c'est une histoire de comparaison. Donc on va prendre un groupe de patients, un groupe de porteurs sains, de malades sains, puisque la vaccination s'adresse à des gens sains. On va les vacciner et on va prendre un autre groupe tiré au sort et on ne va pas les vacciner ou les vacciner avec un placebo, c'est-à-dire aucune substance active, et on va comparer le nombre de malades. Et après, on compare ce nombre de malades et on peut définir s'il y a plus de malades dans le groupe non vacciné que dans le groupe pas vacciné, moins de malades que dans une certaine efficacité en faisant ce qu'on appelle un calcul d'efficacité relative. Voilà, c'est ce qu'on dit, efficacité à 95%. Voilà, ça ne veut pas dire du tout que 95% des gens vaccinés seront protégés. Ça veut dire qu'il y aura un certain rapport d'efficacité entre les deux groupes. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce sujet, mais cette exigence, comme je vous l'ai dit, n'est pas obligatoire et elle est pourtant fondamentale pour montrer de la validité. Et alors ensuite, il y aurait un troisième niveau d'efficacité qui serait le fait que l'incidence de la maladie diminue dans la population, c'est la morbidité, ou la mortalité, c'est une maladie mortelle. Et ça ne peut s'étudier qu'en aval, lointain, après les études de mise sur le marché. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère avoir été clair. Si le docteur Delorgeril, qui a passé sa vie à étudier vous faire et réagir. critiquer les essais thérapeutiques, peut nous en dire un peu plus sur l'histoire des essais contrôlés, randomisés. Évidemment, il faut lui Bien sûr, je vais vous laisser parler. Et d'ailleurs, je voulais dire en transition, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'efficacité des vaccins sur Internet, en préparant l'émission, j'ai fait ce travail-là, on nous parle par exemple pour le ROR, donc rougeole, rubéole, oréon, une efficacité de 80 à 95%, le BCG de 75 à 85%, les infections à papillomavirus... Stop. Je vous en prie. Au contraire. Oui, non, ce sont des balivernes. Okay. Ce sont des balivernes. Pourtant, c'est ce qu'on trouve sur la toile. Oui, bien sûr, mais voilà. Alors là, évidemment, oui, vous posez le doigt sur le problème, c'est que vous trouvez n'importe quoi sur Internet, y compris dans les livres de médecine. Parce que ces chiffres-là, ils sont extraits de livres de médecine. Bon, c'est faux, ce sont des balivernes. Et c'est là, en ce sens, que je rejoins ce que j'ai dit auparavant. La médecine des vaccins n'est pas une médecine scientifique. Voilà, les scientifiques, les médecins, les autorités sanitaires, les gouvernants exigent, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, des essais thérapeutiques. Et un essai thérapeutique, ça c'est le cœur de la médecine scientifique. Ce n'est pas la médecine scientifique, mais c'est un outil de la médecine scientifique. Et ça doit être fait parfaitement, et c'est du ressort de professionnels. L'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, je laisse de côté les vaccins pour le moment, ne peut mettre sur le marché un médicament que si on a démontré l'efficacité, l'utilité de ce produit dans le cadre d'un essai thérapeutique. Et un essai thérapeutique, ça veut dire un essai clinique randomisé, 2 groupes. L'un reçoit le médicament, l'autre reçoit un placebo, et c'est du double aveugle, c'est-à-dire que les patients qui ont été recrutés dans l'essai, que ce soit le placebo ou le médicament, ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Et les investigateurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont administré aux 2 groupes. Pour éviter les influences. Pour éviter les biais, voilà. C'est ce qu'on appelle le double aveugle. Voyez. On a appris ça ces dernières années. Non, c'est assez ancien. Non, mais je veux dire, les citoyens ont appris ce qu'était l'essai randomisé à double aveugle parce que ça a beaucoup fait débat au cours des dernières années. Oui, ça a fait débat au moment de la Covid parce qu'ils ont prétendu en faire alors que ce n'en était pas. Vous voyez, donc là, on est quasiment dans la triche de la part d'industriels avec les yeux fermés. Mais si je reviens au vaccin conventionnel, vous voyez bien que pour faire l'essai thérapeutique randomisé, vous voyez, c'est mon métier.
Ma thèse en 1978, c'était un essai clinique randomisé en double aveugle dans la pancréatite aiguë. Et j'ai vécu, vous voyez, je ne suis pas tout jeune, j'ai vécu toute l'évolution de ces techniques. Et maintenant, on est extrêmement exigeant. Il y a une hypothèse primaire, c'est-à-dire quand je veux savoir si ce médicament-là est efficace, je dois avoir un échantillon précis, je dois définir à l'avance une hypothèse, je vais réduire la mortalité ou tel paramètre de tant de pourcents. Pour tester cette hypothèse, je vais avoir, en fonction de cet échantillon, une durée d'exposition, une durée de suivi X. Et ça, ce sont les paramètres de l'essai thérapeutique qui doivent être absolument respectés. Il ne s'agit pas d'arrêter l'essai thérapeutique au bout de 2 ans, voyez, alors qu'on a prévu 4 ans. C'est comme si vous faisiez une course de chevaux, vous voyez. Tiens, mon cheval est en avance au bout d'un tour. On avait prévu 3 tours, mais j'arrête la course au bout d'un tour parce que c'est très favorable à mon produit. D'autant plus que les arbitres sont propriétaires du cheval. C'est ça à l'heure actuelle, les essais thérapeutiques. Oui, les essais. Alors, maintenant, je reviens à nouveau aux vaccins conventionnels. Oui, quand on a appris à faire les essais thérapeutiques, beaucoup des vaccins qui sont administrés actuellement à nos bébés étaient déjà sur le marché. Quand on a appris à faire les essais thérapeutiques, il y avait quasiment plus de tétanos, plus de diphtérie, plus de polio sur le marché, dans le public. Donc, on ne pouvait pas faire des essais thérapeutiques. Alors, comment on a fait ? Comment on a fait pour, malgré tout, convaincre les médecins qu'il fallait injecter ces produits ? Eh bien, on a fait quelque chose d'assez... faute d'essais cliniques, mais c'est vrai aussi pour des vaccins très récents. Les vaccins qui testent les méningocoques, les vaccins contre les méningocoques, contre les pneumocoques, etc. C'est très très mauvais sur le plan méthodologique. Bon, peu importe. Le principal argument aujourd'hui des experts, entre guillemets, pour dire ce vaccin est indispensable, il faut absolument l'administrer, c'est obligatoire, ce n'est plus l'essai thérapeutique, et comme me rappelait le docteur Roulet, l'Agence européenne du médicament a dit bah oui, on ne peut plus faire des essais thérapeutiques puisqu'il n'y a plus de malades. Oui, bon. Donc, on va se baser sur des données de concordance, c'est-à-dire on va dire... entre 1900 et 2000, par exemple, on a vu la fréquence d'une maladie disparaître, très bien, et c'est grâce au vaccin. Bon, il faut regarder les données, je vais vous montrer des données, si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, ça c'est la rougeole. Alors je montre le... D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un extrait du documentaire de Anne Georget qui montre ces courbes-là, si vous voulez. Voilà, mais vous voyez, regardez, vous voyez, c'est la fréquence, de la rougeole, de la mortalité. On voit en ordonnée, c'est les années. En jaune, c'est l'arrivée du vaccin. Vous voyez que le vaccin, il arrive après la bataille. C'est clair. Complètement. Voilà, et comme expliquait notre collègue. C'est probablement l'hygiène, c'est probablement toutes sortes de choses. Mais si je prends une autre pathologie, la scarlatine, vous voyez, alors là, il n'y a pas de vaccin. Mais c'est exactement la même courbe qu'avec la rougeole. Vous voyez, c'est donc des facteurs autres. Et je prends la diphtérie. Alors la diphtérie, c'est une bactérie, c'est plus un virus. Vous voyez. Alors là, il y a les antibiotiques et les vaccins. Vous voyez qu'à nouveau... et les antibiotiques, voilà, ils arrivent après la bataille. Alors, c'est très intéressant parce que, bon, ça, ce sont des données anciennes, mais je vais vous montrer autre chose qui est tout à fait extraordinaire. C'est ce qui s'est passé très récemment avec la Covid. Je ne parle pas de vaccin. Mais avec la Covid, vous voyez, ici, c'est la coqueluche. Vous voyez, c'est les années, et vous voyez un grand vide, ici, là, pendant les années de Covid, la coqueluche a complètement disparu. Comment est-ce possible ? Mais pas simplement la coqueluche, la bronchiolite a disparu, les gastro-entérites ont disparu. La grippe avait disparu, je crois. La grippe a disparu pratiquement, moins quand même que la... Alors, vous voyez, sur cette courbe, et puis ça repart après. Vous voyez, oui, on le voit, non, c'est de l'autre côté, on voit bien l'explosion. Voilà, donc, c'est pour vous dire que ces facteurs qui influencent l'épidémiologie des maladies infectieuses, c'est à la fois ancien, l'effondrement de la diphtérie, l'effondrement de la polio, l'effondrement de la fréquence du tétanos. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui jouent. Pour chaque pathologie, il faut analyser quels sont les facteurs
Pour le tétanos, par exemple, c'est une bactérie qui se trouve dans la bouse de vache. Le jour où les enfants n'ont plus été joués dans le fumier, eh bien, le tétanos des enfants a disparu. Le jour où le tas de fumier n'était plus devant la ferme et que les fermiers étaient partis travailler à l'usine, on n'a plus de tétanos. C'est pas le vaccin. Vous voyez, le vaccin, il est arrivé complètement après la bataille. Prétendre aujourd'hui qu'on a éradiqué le tétanos grâce au vaccin, c'est absolument ridicule. Et pourtant, c'est ce qu'on entend partout. Mais oui, et voilà pourquoi il y a une censure. Parce que, imaginez que pendant des années, vous êtes professeur de quelque chose, vous êtes ministre, etc., et vous avez dit, il faut vous vacciner parce que ça vous sauve la vie, etc. L'évidence des faits va tellement à l'encontre que vous êtes ridicule. Donc, vous ne pouvez pas laisser les faits être exposés devant une caméra ou dans des... Et donc, les experts se taisent. Heureusement, vous êtes là, sur le plateau de Citizen Light, et j'aimerais faire réagir aussi Sophie Guillot sur l'efficacité, mais j'aimerais vous montrer un extrait du documentaire qui est passé sur Arte en 2022, qui a été réalisé par Anne Georget, un documentaire qui s'appelait « Des vaccins et des hommes », la vidéo 2, qui montre le lien entre la vaccination et la fin des maladies infectieuses. Magnéto. Prenons le cas de la diphtérie, une maladie contagieuse due à une bactérie qui se transmet par l'air. La vaccination est obligatoire en France et en Allemagne à la fin des années 30, mais elle n'empêche pas le nombre de morts de fluctuer. Quand les conditions de vie se dégradent, comme pendant les guerres, les cas mortels sont plus nombreux. A l'inverse, vaccination et progrès sociaux se conjuguent pour une disparition de la diphtérie depuis les années 60. La polio est causée par un virus présent dans l'intestin qui se transmet par la contamination de l'eau ou des aliments par les matières fécales. Peu mortelle au début du siècle, la maladie s'aggrave à partir de la guerre. La vaccination, introduite en 1958, a permis de contrôler la vague épidémique d'après-guerre. Le tétanos est provoqué par une toxine produite par une bactérie présente dans le sol. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Elle s'attrape par la souillure d'une plaie avec la terre. La vaccination, obligatoire depuis 1940, n'empêche pas un pic de décès dû aux blessures pendant la guerre. À nouveau, conditions sanitaires et vaccination se conjuguent et le tétanos, souvent mortel chez les enfants en 1923, touche de rares personnes très âgées depuis les années 90. Avec les progrès de l'hygiène, le nombre de morts dus à la rougeole a chuté avant la guerre. 2532 morts en 1925, 439 en 1940. La rougeole n'est plus depuis longtemps une maladie mortelle lorsque le vaccin est introduit en 1983. C'est pourquoi des médecins ne voyaient pas l'intérêt de tenter d'éradiquer ce virus par la vaccination de tous. L'immunité vaccinale est moins durable que celle produite par la maladie. Des adultes vaccinés dans l'enfance peuvent donc ne plus être protégés. Mais c'est la logique de l'éradication qui a prévalu. On voit donc les statistiques présentées qui confirment de nombreuses courbes dont vous avez pu nous parler. Alors, c'est des choses officielles. Les courbes que je vous ai montrées, les courbes sur le film, vous les trouvez sur Internet facilement. C'est pas une histoire de complotiste. C'est les données officielles du Center of Disease Control des États-Unis ou du NIH anglais. Je vous montrerai des courbes sur la coqueluche en France. C'est tout du pareil au même. C'est pas des secrets. Hein. C'est pas du complotisme. C'est pas de la spéculation, c'est des faits et de l'observation et de l'analyse. C'est officiel. C'est officiel. Sophie Guillot, sur l'efficacité. Oui, sur l'efficacité, je voulais revenir brièvement un petit peu sur la variole dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc en fait, un des mantras qui est régulièrement répété, c'est la variole a été éradiquée grâce à la vaccination. Quel beau mensonge. Et pour ça, je conseille à tout le monde d'avoir la curiosité de taper rapport d'éradication mondiale de la variole, qui est publié par l'OMS et qui date de 1979. D'accord. Ce rapport est à lire soigneusement parce qu'on y découvre quand même des perles remarquables. Par exemple, cette phrase « Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays, mais échouèrent dans la plupart des cas ».
Et c'est l'OMS qui le dit en 79. C'est l'OMS qui l'écrit, carrément, c'est pas qui le dit. Ensuite, ils disent que même dans des pays où il y a 80 à 90% de la population vaccinée, on a encore des épidémies de variole, et que pour arriver à extirper la variole de ces pays, il fallait trouver une autre stratégie. Ça, c'est ce qui s'est passé à partir de 1966-1967. En fait, ça faisait déjà des dizaines d'années qu'on cherchait à éradiquer la variole et qu'on avait vacciné abondamment toute la population mondiale, et que même des campagnes de vaccination avaient été suivies d'épidémies épouvantables, notamment aux Philippines en 1917-18, aussi en Angleterre au XIXe siècle, mais après encore, il y a encore eu des épidémies très importantes et très virulentes au Brésil, en Inde, dans les années 60-70, suite à des campagnes de masse de vaccination. Donc en fait, il y a des médecins qui témoignent de cette éradication et qui ont participé donc aux campagnes pour essayer d'éradiquer la variole. La première question que se sont posées les médecins dans les années 60, qui étaient experts sur ce sujet et qui cherchaient vraiment à éradiquer cette maladie, c'était mais quelles étaient les spécificités de la maladie. Et ils se sont rendus compte que la variole avait un truc qui est bien particulier à la variole, qui n'est pas quelque chose qu'on voit sur beaucoup d'autres maladies, qui est qu'on a des gens qui ont des éruptions caractéristiques qui se reconnaissent assez facilement et que pendant les 48 heures qui suivent l'éruption, les personnes ne sont pas contagieuses. Donc ils se sont dit, si on arrive à détecter les cas très rapidement après l'éruption, c'est-à-dire avant ces fameuses 48 heures, et qu'on isole ces cas et les contacts qui sont autour, on va arriver à stopper la propagation. Et en fait, c'est cette seconde stratégie qui a été mise en place à partir de 66-67. C'est grâce à cette stratégie qu'on a éradiqué la variole. Un médecin qui témoigne par exemple d'une histoire qui s'est passée au Nigeria en 1966, ils attendaient des doses importantes de vaccins contre la variole et ils avaient programmé de vacciner à partir du 1er janvier 1967 pratiquement toute la population. Le mois de décembre, on les prévient qu'il y a des cas de variole dans certains villages reculés. 2-3 médecins prennent leur sac isotherme avec quelques doses de vaccin, leur Solex, et ils foutent le camp pour aller voir les populations dans les fameux pays. Et ils arrivent, ils avaient très peu de doses de vaccin parce qu'ils n'avaient pas reçu le stock. Ils ont isolé les malades, ils ont isolé leurs contacts et ils ont vacciné juste très très peu de gens. Ils ont vacciné 7% de la population. Et ils sont arrivés à arrêter l'épidémie. Donc ça a été une découverte parce qu'ils se sont rendus compte que vacciner 90 ou 100% de la population, c'est quasi impossible. Il y a toujours des gens qui échappent, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas comptés, enfin bref. Donc c'est très compliqué de vacciner tout le monde, ça coûte cher, ça demande beaucoup de personnes et on arrive à éradiquer quand même des poussées épidémiques en vaccinant même pas 10% de la population. C'est excellent comme exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple et ce médecin, par la suite, s'est retrouvé en Inde où il y avait aussi des foyers importants jusque dans les années 70. Notamment, en 72, il y a eu des poussées épidémiques suite à des vaccinations de masse dans toute la population. Parce que des fois, les vaccinations provoquaient, elles aussi, surtout ce vaccin-là, qui est quand même un vaccin à virus vivant entier, atténué, c'est-à-dire que c'est un vaccin qui contient le virus en tant que tel. Et le virus de la variole était particulièrement virulent. Hein. C'est quand même un vaccin assez dangereux. Et donc, ce médecin raconte qu'en Inde, dans un petit village où il se trouvait, où il était question de vacciner toute la population, le Premier ministre de l'État arrive en disant qu'il va vacciner tout le monde, enfin, il faut vacciner tout le monde. Et il y a un petit médecin indien qui se lève très modestement et qui tremble devant le Premier ministre et qui lui dit « Écoutez, monsieur le ministre, excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose ?» Parce qu'il me semble que de tradition dans nos pays, quand il y a une maison qui prend feu dans le village, tout le monde va chercher un seau et arrose la maison. Et là, vous nous proposez d'arroser tout le village. Donc le ministre lui a dit, dans ces conditions, allez-y, je vous laisse encore un mois. Si dans un mois, c'est pas terminé, on vaccine toute la population. Et en fait, ils ont vacciné très peu de gens et ils ont réussi à éradiquer par l'isolement, la détection des cas, l'isolement des malades. Donc là, on n'est pas dans la vaccination de masse et généralisée. On est au contraire dans du... J'ai regardé aussi... pour préparer cette émission, un cours donné par des médecins militaires au Val-de-Grâce en 2011, et il y avait un cours sur la variole. C'était très intéressant, puisque
à la fin du cours, le médecin ayant expliqué que le vaccin variolique posait quand même certains problèmes de sécurité, qu'il y avait des gens qui avaient des réactions très graves, qu'il y avait des gens qui mouraient suite au vaccin, enfin bon, voilà, et que c'était quand même embêtant, qu'il y avait des gens qui étaient contre-indiqués au vaccin. Donc il précise que toutes les personnes qui ont des problèmes cutanés importants, eczéma, urticaire, sont contre-indiquées au vaccin parce qu'ils sont à risque de faire ce qu'on appelle un eczéma vaccinal purulent sur tout le corps suite à la vaccination, qui était souvent mortel. Et une étudiante donc, qui assistait au cours pour devenir médecin militaire pose une question. Et elle lui dit... excusez-moi, dans la population française, vous pensez que combien de personnes sont contre-indiquées à la vaccination antivariolique? Et le médecin répond, en gros, 80%. Voilà. Et il dit, mais ça c'est quand il n'y a pas d'épidémie de variole. Si jamais il y avait une épidémie de variole, il n'y a plus de contre-indication. Donc c'est vachement évocateur quand même de se dire ça. Parce qu'il explique aussi dans ce cours qu'en 2002, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un problème. Donc, suite à l'éradication en 1979, l'OMS avait décidé qu'on devait conserver une souche de la variole dans 2 grands laboratoires, un aux États-Unis et un à Moscou. Mais, à la chute du mur en 89, la souche moscovite a disparu. Et personne ne savait où elle était, enfin, officiellement. Puis, avec le temps, et puis les services secrets, etc., on s'est rendu compte que, visiblement, les Soviétiques avaient cherché à utiliser cette souche pour en faire une arme bactériologique. Mais on ne savait pas où ils l'avaient transportée et où ils l'avaient mise en culture. Enfin bref, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Donc les Américains étaient terrifiés à l'idée qu'à chaque fois qu'il y a un conflit armé, ils se retrouvent avec des adversaires qui répandent le virus de la variole. Donc ils ont vacciné des militaires contre la variole. Tous les militaires. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas de certitude, c'était juste qu'ils avaient une hypothèse de risque. Mais c'est un nouveau vaccin. Oui, ils ont fabriqué un nouveau vaccin. Ce qui est intéressant dans ce cours, c'est que ce médecin militaire expliquait ça. Et donc, il expliquait que ce risque étant très inquiétant, on vaccinait donc tous les militaires. Mais qu'en 2002, en France, on s'est rendu compte qu'on avait un stock de 4 millions de doses. Or, on est 67 millions, 68 à peu près. Donc, ils se sont dépêchés de fabriquer à nouveau 70 millions de doses de vaccins pour pouvoir vacciner tous les militaires et toute la population. Et quand ils racontent ça, ce qui est impressionnant, c'est que on se demande jusqu'à quand ces stocks de vaccins antivarioliques sont conservés. Vous faites une transition parfaite, parce que vous parlez aussi d'effets secondaires et d'effets indésirables liés à la vaccination. Là, on va parler de l'efficacité, maintenant on va parler un peu de toxicité. Peut-être vous voulez rajouter rapidement un dernier mot, Dr Roulet, sur l'efficacité. J'ai 2 choses rapidement. sur l'efficacité telle que je l'ai définie, c'est-à-dire la production d'une réponse immunogène, la production d'anticorps. D'abord, cette production d'anticorps après une vaccination, elle est limitée dans le temps. On a dit que la rougeole, par exemple, se décaler dans le temps, c'est-à-dire que 40%, en gros, pour l'hépatite B, à 3 ans, 40% des personnes ont une chute de taux d'anticorps. Donc, si vous voulez, la vaccination a une durée d'efficacité en production d'anticorps beaucoup plus courte que la maladie originelle. C'est pour ça qu'on a maintenant, si on ne fait pas de rappel, des rougeoles de l'adulte, dont on connaît par ailleurs la gravité. Puis il y a aussi une chose à ne jamais perdre de vue qui est extrêmement importante pour la théorie de l'immunité collective, c'est-à-dire ce qui favorise en fait l'obligation, c'est qu'il y a en permanence 10% de gens qui ne répondent pas à la vaccination. Ils ne produisent pas d'anticorps, on les détecte. Donc même si on vaccinait 90% de la population, ouais, 100% de la population, vu qu'il y en a 10% qui réagissent alors, c'est pas toujours 10%, oui, mais des ordres de grandeur. Pourcentage, voilà. Donc, et puis il y a aussi des vaccinations directement toxiques. Et là, c'est une efficacité à l'envers, qui produisent des anticorps facilitants. C'est un autre domaine qui montre que l'immunologie n'est pas simple. Voilà. Les anticorps facilitants, ça explique un peu la mortalité suite à la vaccination contre la dengue aux Philippines. Ça explique aussi, on savait avant que le virus du Covid arrive que les coronavirus induisaient des anticorps facilitants. Donc quand on a une maladie qui n'immunise pas, et qui produit des anticorps facilitants,
on a peu de chances d'être efficace avec un vaccin. Et donc l'efficacité des vaccins, elle doit s'étudier de façon très stricte. On voit donc encore tous les limites par rapport aux idées, enfin on peut avoir beaucoup d'idées reçues par rapport à l'efficacité du vaccin, on a pu voir, même si on aurait pu le développer, ça rend des sujets très denses, mais c'est vraiment passionnant, je vous remercie. Donc maintenant j'aimerais qu'on parle de toxicité et d'effets secondaires, c'est vraiment au cœur de la médecine, hein, bénéfice-risque. Qu'en est-il, docteur Michel Delorgeril, aujourd'hui? Après on viendra sur des vaccins précisément, mais alors, globalement. J'ai fait un livre hein, sur la toxicité ou les effets indésirables des vaccins. Il faut bien voir que c'est un problème secondaire, les effets indésirables, parce que si on n'a pas démontré l'efficacité d'un vaccin, on ne devrait pas l'administrer. Et donc, il n'y a pas d'effet indésirable. Et surtout que les vaccins sont quand même administrés à des personnes non malades, il faut le rappeler. Alors, évidemment, c'est quand même c'est un produit de santé, le vaccin, mais c'est différent d'un médicament. Un médicament, en général, on le donne à quelqu'un qui est malade. Alors, on veut soulager les souffrances, on veut guérir une maladie, tandis que là, on s'adresse à des gens en bonne santé, et pour les 11 vaccins obligatoires, 12 maintenant du nourrisson, c'est des bébés qui pèsent, on commence chez des bébés qui pèsent 4 kilos. Voyez, et généralement, on donne des vaccins hexavalents qui sont aussi ceux que l'on administre aux adultes qui pèsent entre 70 et 100 kilos. Vous voyez, et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'industriel des vaccins, il ne va pas faire des doses proportionnelles au poids des gens qu'on va vacciner. Hein. Donc c'est la même dose pour tout le monde. 4 kilos, 100 kilos, c'est la même dose. Et alors, la toxicité, je vais aller très vite, hein, mais la toxicité d'une seringue vaccinale, c'est à effet multiple. Vous avez premièrement l'antigène, hein, si j'injecte une anatoxine ou si j'injecte une masse de bactéries tuées après culture, et donc j'injecte des cadavres de bactéries, là, c'était ça les premiers vaccins contre la coqueluche, hein, c'était des cadavres ou le vaccin contre la variole, ben, c'était des scarifications. Hein. Mais quand c'est une injection intramusculaire, vous êtes dans un tissu hypervascularisé, donc vous voyez, donc ça passe très vite dans le sang. Évidemment, vous avez des effets, inéluctablement, vous avez des effets adverses. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cœur du vaccin, c'est-à-dire l'antigène. Alors pourquoi il y a des adjuvants dans la seringue vaccinale? Qui pose beaucoup de questions aussi. Voilà, alors l'adjuvant, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qu'on ajoute aux antigènes. Et pourquoi on ajoute des adjuvants aux antigènes? Parce que les antigènes, au début surtout de la vaccination, quand on injectait des masses de substances ou des bactéries entières, hein, des cadavres de bactéries, ben, il y avait des effets indésirables. Hein. Le premier vaccin contre la coqueluche, il a été éliminé, tellement les médecins avaient des effets indésirables. Alors, quand on met au point un vaccin, c'est un processus normal. On essaie chez des gens, d'abord des animaux, puis chez des gens. Et puis, on diminue les doses d'antigènes de telle manière qu'on n'ait pas d'effet indésirable. Parce que si à chaque fois que vous injectez un produit, la famille revient 2 heures après ou le lendemain en disant « Attendez, le bébé, il ne va pas du tout... » Donc, on diminue les doses jusqu'à ne pas avoir d'effet indésirable. Oui, mais à ce moment-là, vous n'avez plus d'effet immunitaire, vous n'avez plus d'induction de l'immunité. Donc, on va ajouter des substances, adjuvants ajoutés, on va ajouter des substances pour stimuler le système immunitaire. Et oui, mais ces substances adjuvantes, c'est un effet général sur le système immunitaire. L'antigène, il vise particulièrement une substance, tandis que l'adjuvant... Alors les adjuvants, il y en a eu beaucoup, mais les 2 principaux ont été le mercure. Alors il y a eu, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, pas en France, c'est bizarre, parce que c'était le même type de vaccin, hein, une controverse épouvantable. Évidemment, vous injectez du mercure à un bébé, attendez, là, évidemment il y avait des effets indésirables, donc on s'est plaint, etc. Les autorités de santé, l'industrie, on a dit non, il n'y a pas de problème, mais finalement, ils ont retiré leur mercure. Bon, ça, c'était à quelle époque, juste ça, c'était au XXe siècle. Au XXe siècle. Ça s'appelait le thymérosal, le mercure qu'on mettait dans les seringues. Vous retrouvez ça sur Internet, thymérosal vaccin, vous allez voir, ça a été très, très dur hein, comme controverse. Et ceux qui donnaient l'alerte étaient, comme maintenant, hein, étaient des imbéciles. Hein, alors on ne disait pas complotistes à l'époque, c'est des idiots. Bon, alors l'autre substance adjuvante, c'est
l'aluminium. Juste avant, peut-être une réaction très rapide de Sophie Guillot. Oui, je voulais juste dire, en fait, le thymérosal, c'est un conservateur qui était utilisé dans les vaccins multidoses. C'est des flacons, par exemple, qui contenaient 10, 20, 50 doses. Donc, comme on replongeait l'aiguille dedans, il fallait un antiseptique pour éviter de contaminer le flacon. Donc, il y a un côté pratique, en fait. Donc, oui, mais ceci dit, le thymérosal a été effectivement retiré en 1999 des vaccins pédiatriques, pas des vaccins adultes. Il y a des vaccins qui contiennent encore du thymérosal aujourd'hui. Pas en France. Non. Dans les multidosés, si, en principe. Oui, mais non, je pense pas. Enfin, on vérifiera après l'émission, avec plaisir. C'est à vérifier. Tout à fait. Merci pour cette précision. Mais le mercure était quand même un adjuvant pour stimuler le système immunitaire. Hein. Si vous injectez une substance comme le mercure, vous stimulez. Mais c'est vrai que c'était aussi un antiseptique. Et la substance qui aujourd'hui pose problème, c'est l'aluminium, hein, parce qu'il y a aussi des fortes... Alors l'aluminium, c'est un toxique, on le sait. Il y a des maladies professionnelles dues à l'aluminium. On a des études avec des dialysés où il y avait un peu d'aluminium et qui sont gravement malades, etc. Donc on sait que c'est un toxique. Alzheimer aussi. Voilà. Maladie d'origine neurodégénérative. Alors on a la toxicité des adjuvants, toxicité des antigènes, mais il y a aussi d'autres substances présentes dans les seringues. Alors moi, j'ai travaillé particulièrement sur le polysorbate 80. Pourquoi ? Parce que c'est une substance qui ouvre le passage entre le sang et le cerveau. Hein, c'est la barrière hémato-encéphalique. Donc on n'aime pas ça du tout chez des bébés, hein, où tout le système est immature. Alors, interdit d'en parler. Hein, le polysorbate, interdit d'en parler. Bon. Et puis enfin, il y a les substances toxiques qui sont associées à l'administration du vaccin, et notamment aux États-Unis, de façon systématique, quand le pédiatre injecte son vaccin, il donne du paracétamol. Et il y a une toxicité du paracétamol chez les bébés. Et puis le dernier effet indésirable, mais qui n'est pas reconnu, c'est que c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste, c'est-à-dire qu'à force de stimuler le système immunitaire, aux États-Unis, c'est 17 vaccins différents avec plusieurs injections pour chaque. En France, maintenant, ça va être 12. Vous voyez bien, c'est une telle stimulation du système immunitaire, ça ne peut manquer de faire des maladies auto-immunes. Et on a assisté au XXe siècle à une augmentation des maladies auto-immunes, et de toutes sortes, y compris les scléroses en plaques, les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, etc., et qui sont proportionnelles aux doses au nombre et aux doses de vaccins administrés. Donc vous voyez que les effets indésirables des vaccins, c'est à analyser à plusieurs niveaux. Alors je vais juste vous rappeler, il y a des polémiques autour de l'aluminium, et vous avez des grands professeurs qui viennent et qui disent non, il n'y a pas du tout de problème avec l'aluminium, mais c'est parfaitement documenté. Vous voyez, là, je vous montre une étude pour qui voudra aller sur Internet et retrouver cette publication faite en Chine. Ce sont des investigateurs chinois. Alors, je ne vais pas commenter les chiffres. Mais oui, c'est ce qu'elle veut dire, parce que... Voilà, c'est évidemment trop compliqué, mais indiscutablement, quand il y a de l'aluminium dans la seringue vaccinale, et vous voyez le nombre, les échantillons considérables, inéluctablement, quand il y a de l'aluminium dans une seringue, il y a plus d'effets indésirables par rapport à la seringue qui ne contient pas d'aluminium. Et plus il y a de l'aluminium dans la seringue, et plus il y a des effets indésirables. Alors, vous voyez, cette publication, c'est dans le Lancet. C'est officiel. Tout le monde peut... Il suffit de regarder les tableaux. Et ça ne fait pas bouger les lignes. Et ça ne fait pas bouger. Et j'ai constaté que les défenseurs de l'aluminium dans les vaccins ignoraient totalement l'existence de cette étude. S'il n'y en avait qu'une, je cite celle-là parce qu'elle est tellement extraordinaire, mais il y en a d'autres. Donc la toxicité de l'aluminium est indiscutable. Merci, c'est vraiment très clair et très concis. Bravo pour ces explications sur ces sujets si complexes que vous arrivez à très bien transmettre. Sophie Guillot, les effets secondaires, la toxicité et aussi peut-être la pharmacovigilance, oui. Parce que j'ai lu des phrases assez incroyables sur Internet en préparant cette émission et j'ai découvert d'autres versions grâce à vous. J'ai lu que les réactions vaccinales sont peu graves et passagères, que les effets indésirables des vaccins sont très surveillés, qu'il y a
que les effets indésirables, c'est souvent des fièvres légères ou des douleurs, et que les effets indésirables graves sont très rares et aussi sont suivis par des recherches très approfondies qui sont surveillées. Donc j'aimerais avoir un retour pour vous, parce que je sais que la réalité a l'air assez différente. Alors la réalité, effectivement, est mais malheureusement bien différente, puisque en fait, moi je me réfère à différents textes qui ont été publiés par des gens tout à fait officiels. Hein. Là, je cite uniquement Daniel Floret, qui est l'ancien président du comité technique des vaccinations. Donc on ne peut pas dire que ce soit franchement quelqu'un d'anti-vaccin. Hein. Et il reconnaît que sur la sécurité des médicaments en général, il y a une sous-déclaration très importante des effets indésirables à la pharmacovigilance, puisque nous avons un système de pharmacovigilance qui est passif. C'est-à-dire qu'on attend que les patients se manifestent en disant « j'ai un problème » et se signalent aux autorités. Mais alors, aux médecins d'abord. Alors voilà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir avoir un signalement qui remonte au centre de pharmacovigilance, il fallait que ce soit un médecin qui accepte de faire une déclaration. D'accord ? Sauf qu'en fait, la plupart des médecins refusent de reconnaître, quand ils ont prescrit ou administré un produit à un patient, que ça peut poser des problèmes à ce patient, pour des tas de raisons qu'on peut comprendre humainement. Tout à fait. C'est difficile d'avoir vocation à soigner et d'admettre que peut-être qu'on a rendu son patient plus malade qu'il n'était. En plus, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. C'est pas forcément rémunéré. Ce n'est pas rémunéré, etc. Bon. Donc, en fait, Daniel Floret reconnaît qu'il est généralement admis que 1 à 10% des effets indésirables seulement sont signalés. Ça veut dire qu'on en ignore 90%. Oui. Alors ça, c'est pour les médicaments. D'accord. Et puis, quand on creuse un peu plus sur les vaccins, on s'aperçoit que sur les vaccins, c'est encore pire, puisque là, on a entre 0,5 et 3,5% qui sont signalés. Donc, ça veut dire qu'on a au moins 96% qu'on ignore. C'est-à-dire que les autorités sanitaires ne peuvent pas avoir un tableau, enfin une photographie de la réalité. Absolument. Parce que là, on est sur donc, des chiffres qui sont trop faibles. Voilà, les 96% qu'on ignore, ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas sur les notices, ça veut dire qu'ils apparaissent nulle part, et ça veut dire que c'est des victimes à qui on dit « mais non, ça n'a rien à voir », et qui sont invisibles. Donc c'est un cercle en plus vicieux. Absolument. C'est très compliqué. Et je peux vous assurer, pour avoir essayé de soutenir des familles dont des enfants ont subi des effets extrêmement graves, que la façon dont ça se passe pour arriver à faire reconnaître qu'il y a peut-être eu un problème avec le vaccin, c'est un parcours du combattant de fou, quoi. Je cite en exemple une infirmière qui, par exemple, en 2017, a fini par obtenir gain de cause sur une sclérose en plaques due au vaccin hépatite B. Sauf que ça faisait 20 ans qu'elle se battait en procédure, quand même. Donc 20 ans en procédure, la chance qu'elle soit encore vivante, elle aurait pu être morte. Hein. En plus d'affronter la maladie, ils doivent affronter la justice. Enfin, absolument. Pour faire justice, ils doivent se... J'ai un cas symptomatique d'une gamine qui a eu une réaction très très grave suite à un vaccin dans lequel il y avait la coqueluche. C'était même pas le vaccin coqueluche entier, c'est un vaccin coqueluche acellulaire. Et donc, elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Il y a eu une première expertise par l'ONIAM, qui avait été commanditée par l'ONIAM. Cette première expertise avait demandé à la famille de faire effectuer un certain nombre d'examens médicaux pour se prononcer, savoir s'il y avait peut-être une causalité ou pas entre le vaccin et la pathologie de l'enfant, qui était extrêmement lourde. Hein, c'est une enfant qui est polyhandicapée. Et donc les examens qu'ils demandaient, c'était donc une recherche génétique, savoir si la maladie dont l'enfant souffrait était d'origine génétique, donc une prise de sang. C'était un IRM et c'était une ponction lombaire. D'accord ? Donc, la demande des experts était en septembre. Il a fallu prendre rendez-vous avec un neuropédiatre pour qu'il donne les prescriptions. Ensuite, il a fallu voir cet enfant étant dans un tel état, il y a des examens qui ne peuvent pas être faits si elle n'est pas sous anesthésie générale. Donc, il faut un rendez-vous avec l'anesthésiste, etc. Donc, entre septembre et le jour des examens, il s'est passé 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Les examens ont eu lieu à la fin du mois de janvier. En génétique, les résultats, c'est très long. Donc, elle a eu une partie des résultats en génétique au 15 mai. Oui. Sauf que le comité d'experts, ils ont rendu leurs conclusions 2 mois après, le 15 décembre, en disant « c'est génétique, il n'y a absolument aucun lien avec le vaccin ». Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils ont demandé des examens, ils n'ont même pas les résultats, les examens n'avaient même pas été faits.
Voilà, ça c'est malhonnêteté. Et ça, c'est une toute petite marche dans la démarche juridique, mais ça prend 2 ans. Hein. Entre le moment où vous allez voir les experts, le moment où vous faites une déclaration de pharmacovigilance, le moment où vous faites les examens, le moment où vous avez le résultat, enfin le rapport, et puis vous recommencez tout, quoi. Ouais, on détruit doublement des vies, quoi. À la fois les effets secondaires et à la fois le combat pour pouvoir simplement faire entendre sa voix. Ouais. Alors, je voudrais juste rapidement. Oui, très rapidement. En fait, cette faillite totale de la pharmacovigilance, elle a été quantifiée par des études scientifiques. C'est-à-dire qu'on a administré des vaccins à des gens, et puis certaines familles étaient laissées avec leur médecin traitant en toute liberté, et d'autres familles étaient surveillées étroitement par les investigateurs. Et on a regardé au bout d'un certain temps s'il y avait une différence entre ceux qui étaient surveillés par les investigateurs, c'est-à-dire ils étaient proactifs, ils allaient voir les gens, ils disaient est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas, et puis ceux qui étaient laissés avec leur médecin traitant. Et bien la différence, c'est exactement vos chiffres. C'est ça. Hein, c'est 90% de différence, c'est-à-dire 90% des effets indésirables n'étaient pas déclarés par le médecin. Donc c'est une confirmation inverse des... Et oui, mais avec... C'est très intéressant, ça confirme. 5 études, 5 études, hein, vous voyez, avec une randomisation, tirage au sort. Bon, l'autre aspect, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur les effets indésirables? Eh bien, paradoxalement, la meilleure source d'information, ce sont les industriels. Pourquoi les industriels disent les choses? Il faut aller chercher dans les dossiers. Hein. Mais pourquoi ils disent les choses? Parce que la pire des choses pour un industriel, c'est d'être accusé d'avoir caché des informations. Ce qui fait que dans des endroits un petit peu vous voyez, difficiles à investiguer, vous trouvez les effets indésirables des produits de santé en général et des vaccins aussi. Mais il faut aller les chercher. Et pourquoi? C'est parce que les services juridiques des industriels leur disent la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on vous accuse, non pas d'avoir provoqué des effets indésirables, mais de les avoir cachés, de ne pas avoir dit la vérité. Et là, c'est simple. Nous, on a annoncé les effets indésirables, on est innocent. Si notre produit n'a pas été utilisé correctement par le médecin, c'est la faute du médecin. Et vous comprenez pourquoi les médecins, ils ont bien compris ça, pourquoi les médecins, ils en disent le moins possible, parce qu'en en disant le moins possible, ils ont le moins d'ennuis possible. Mais c'est vraiment très intéressant, et donc ça encouragerait à demander à faire une réforme en fait de la pharmacovigilance pour la rendre proactive. Complètement. Et pour permettre de protéger le patient, ce qui est l'objectif. Mais ça nécessite une organisation, ça nécessite une rééducation de tout le corps. C'est une volonté politique, un investissement financier, etc. Voilà. Le temps passe très vite, vraiment, on a encore 3-4 points à aborder, on ne pourra peut-être pas tout aborder, mais vraiment je vous remercie parce que c'est passionnant, j'apprends beaucoup grâce à vous. Donc on va passer à la partie suivante où on a dit, et on l'a répété depuis le début à plusieurs fois, que les vaccins n'ont pas les mêmes propriétés, et donc ils sont tous différents, ils ont tous des spécificités, et donc on va prendre quelques exemples, on va faire un tour de table. On va commencer par vous, docteur Bernard Roulet. On va faire un petit tour de table où chacun va prendre un vaccin, ou peut-être 2, selon votre choix, et vous allez nous partager tout simplement... je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Non, mais vous avez 3-4 minutes par personne, on va dire. Donc, alors moi, je m'étais beaucoup intéressé au BCG, puisque quand j'ai commencé ma pneumologie, j'ai soigné des tuberculoses en 75, et j'ai soigné des tuberculeux qui avaient été vaccinés par le BCG. J'en ai pas vu qui n'avaient pas été vaccinés à cette époque-là. Alors si on remonte à l'histoire du BCG, qui n'existe plus, puisqu'il n'est plus obligatoire, on est obligé de parler d'histoire. Il est né en même temps que, si vous voulez, l'atténuation des germes par Pasteur. Koch a découvert le BK, bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Et on a immédiatement en France cherché à l'atténuer par des traitements divers. On a pris le bacille tuberculeux de la vache, du bœuf, et c'est le travail de Calmette et Guérin, on l'a affaibli. Et en 1920, dans des services où il y avait énormément de tuberculeux de l'enfant, on a commencé à le donner par la bouche à des bébés de familles tuberculeuses, etc. Et on a dit, ils sont un peu immunisés. Et ça s'est diffusé de façon considérable. J'ai des chiffres à vous donner. Dans les années... en 1927, il y avait déjà 50 000 nouveau-nés qui avaient reçu du BCG par la bouche. Bon, ensuite, le BCG il y a eu, je passe sur un incident à Lübeck qui a été rattaché après, je crois, à des erreurs de manipulation. Mais le BCG a été rendu obligatoire.
si vous voulez, il a été rendu obligatoire en 1950. Et là, ça a été extrêmement contesté par tout un tas de médecins, des associations familiales, etc., parce qu'en même temps, on retirait des enfants. Et il est resté obligatoire jusqu'en 2007. Et était-il efficace ? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait des études qui montraient qu'il était mieux que l'absence de traitement ? Oui. Il y avait beaucoup d'études qui montraient des effets très modestes ou des effets négatifs, à tel point que les Allemands avaient dit que c'est un truc qui sert à rien. Mais il y a surtout un essai de l'OMS qui a été publié en 79, je crois, puis plus tard, avec un recul de 16 ans, sur plus de 380 000 personnes dans l'Inde qui ont été tirées au sort, in vivo, là, c'est sur le terrain. Et la différence, le résultat, zéro différence. Il n'y a pas d'efficacité. Ça n'a pas empêché de le maintenir obligatoire en France jusqu'en 2007, vous voyez. Et qu'il soit à nouveau actuellement. Voilà. Non. Alors, non, il est abandonné, et il est abandonné en population générale, mais il est recommandé pour les enfants à risque, soit de pays de forte endémie, soit des enfants qui seraient à haut risque. Là, en fait, ceci n'est pas basé sur des essais thérapeutiques au sens où le docteur Delorgeril l'entend et les aime bien. C'est des études rétrospectives et on parle d'efficacité de 50 à 80% pour prévenir les formes graves. On se rabat sur les formes graves quand on n'a pas pu montrer une efficacité réelle. Donc le BCG, voilà, il n'a pas modifié la mortalité ni l'incidence de la tuberculose. Elle baisse dans le monde. Et il était pourtant obligatoire pendant 50 ans. Voilà, et il est encore utilisé dans le monde. Il y a des pays qui ne l'ont jamais utilisé, comme les États-Unis, ils n'ont pas plus de tuberculose que les autres. Beaucoup de pays occidentaux l'ont abandonné, comme la France et d'autres pays. Et le problème de la tuberculose, c'est un problème d'accès aux antibiotiques et surtout de traitement de la misère, parce que c'est en gros, dans les pays en développement, c'est une maladie de la misère, c'est-à-dire qu'il faut développer les paramètres économiques, la nutrition, la vitamine D, il faut que voilà. Et à ce moment-là, il y a moins de tuberculose. Mais actuellement, il y a encore 1,4 million ou environ de morts de tuberculose dans le monde, qui pourraient être sauvés par une antibiothérapie qu'on sait maintenant bien maîtriser, mais qui est difficile à suivre parce qu'elle est longue. Eh bien, merci d'avoir fait le plus court possible. Non, mais c'est super, c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir une photographie précisément sur un vaccin. On continue avec vous, docteur Michel Delorgeril, un exemple ou deux de vaccins en quelques minutes pour... Oui, bon, puisqu'on a parlé de la grippe un petit peu, oui. je vais vous parler de la grippe. Alors pourquoi la grippe ? Parce que c'est quand même entre 12 et 18 000 morts par an, selon les chiffres officiels. Merci beaucoup de donner les chiffres. Mais j'ai lu, grâce à des articles de Sophie Guillot, que certains estimaient plutôt autour de 431 morts. Donc, non, alors, c'est compliqué, mais vous allez nous expliquer. C'est pas très compliqué, mais les différentes institutions n'attribuent pas un décès, par exemple, de la même façon, à une maladie, de la même façon. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, le gouvernement chinois et le gouvernement américain font de manière totalement différente. Par exemple, au moment de la Covid, les Américains attribuaient un décès à la Covid quand il y avait une biologie Covid positive. Bon, même si le patient avait 95 ans, était insuffisant respiratoire, et avait un pied dans la tombe. Vous voyez, les Chinois, c'est différent. Eux, dans le même cas, ils n'attribuent pas le décès à la Covid, mais à la maladie qui a réellement tué le patient. Vous voyez, donc ça donne des chiffres quand même tout à fait différents. Alors, les chiffres donnés par l'INSEE pendant l'hiver, pendant les flambées de grippe en hiver, en ce moment, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils se basent sur la notion qu'il y a une épidémie, une flambée de grippe, donc un décès dû à quelque chose, à un syndrome grippal, il est automatiquement attribué à la grippe. Mais en France, on a une unité INSERM qui s'appelle le CEPI-DC, tout le monde peut aller le vérifier, où il contrôle a posteriori tous les certificats de décès. Et quand vous faites ça, j'ai les chiffres dans ce livre, hein, c'est publié, c'est officiel, vous pouvez aller voir. Oui, tout ce qu'on a partagé sur ce plateau, c'est des chiffres officiels. Voilà, alors l'INSEE, pendant l'hiver 2022, alors en 2022, il n'y avait pas de grippe, 2018, on va dire, publie des chiffres,
ça se compte en milliers. Alors, ça dépend les années, etc. Une fois, c'est 10 000, une fois, c'est 15 000, une fois c'est 20 000. Mais une fois que le CEPIDC est passé derrière, c'est-à-dire des ingénieurs et des techniciens de l'INSERM, en général, on est en termes de centaines. Alors, je vous donne là les chiffres entre 2000 et 2011. L'année où il y avait le plus de décès attribués à la grippe, c'est 2000, c'est 1554. Mais en 2010, il y en avait 81. Vous voyez, et si vous faites une moyenne sur 10 ans, alors on est autour de 500 par an. Alors, d'un côté, c'est quand même un rapport de 1 à 20 par rapport aux chiffres qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Bon, alors pourquoi c'est comme ça tous les hivers avec les médias qui reprennent c'est parce que il faut affoler la population, il faut la renvoyer vers la vaccination, même vaccination tardive qui ne sert à rien. La vaccination des enfants maintenant. La vaccination des enfants, parce que les enfants sont les propagateurs et tuent leurs grands-parents. Vous savez bien, c'est cette histoire complètement absurde. Voilà. Et c'est surtout pour essayer de justifier, expliquer la faillite du système de soins, qui est incapable d'assurer ça. Alors vous savez, 10 000 morts, c'est pas la faute du gouvernement, bien sûr, le plan blanc des hôpitaux, qui n'était pas prêt, comme d'habitude, etc. Vous voyez, donc là, il y a un problème de gestion du système de soins, et chaque année, ils sont pas prêts à assurer les problèmes. Et alors, chaque année, on vous annonce une catastrophe. Mais il n'y a pas de catastrophe. La grippe est une maladie bénigne qui tue 500 personnes. Évidemment, si c'est quelqu'un de votre famille, vous allez pleurer. Mais c'est loin d'être une maladie terrible. D'autant plus que l'essentiel des flambées épidémiques sont dus à ce qu'on appelle influenza A. Influenza A, c'est le virus qui avait donné la grippe espagnole en 1918, et que vous savez, plus on s'éloigne, c'est une règle épidémiologique, plus on s'éloigne de l'épisode initial, et moins le virus est méchant. Et le virus influenza A, maintenant, c'est H1N1, il est bien moins méchant qu'autrefois. Et d'année en année, il s'amenuise. Donc vous voyez, là, il y a, de la part des autorités, des médias, un système de désinformation quasi systématique à propos de la grippe. Ça montre aussi la faillite des médias quand même, au vu de cette répétition de ces chiffres annuels qui sortent du chapeau. C'est vous qui l'avez dit. En tant que journaliste citoyen, je peux me permettre. Et on a des chiffres sur l'efficacité, parce que souvent on nous parle de 50% d'efficacité. Alors ça, c'est un autre problème, c'est que, alors vous le retrouverez dans ce livre, je l'explique, parce que là, il y a encore un problème incroyable, c'est que il y a 20 ans à peu près, on a fait des essais cliniques pour tester les vaccins. Des essais cliniques, donc, pour voir si, quand on vaccinait, on avait moins de grippe. Bon, c'était pas bon. Hein, c'était avec les critères que nous, on utilise, moi, je conclus que ces vaccins n'étaient pas efficaces et que ça valait pas la peine de prendre le risque d'effets indésirables. Et puis, à partir d'une certaine date, ils ont arrêté de faire les essais cliniques. Évidemment, ça servait à rien, puisque chaque année, c'était un échec. Et depuis, ils ne font plus que des études rétrospectives, autrement dit, ils injectent à partir du mois de septembre-octobre des vaccins qui n'ont pas été testés, et à des millions de gens, hein, et c'est gratuit pour les plus de 70 ans, etc. Enfin, c'est gratuit, c'est le pot commun qui finance. Oui, d'accord, vous allez vous vacciner c'est juste pour préciser, vous continuez. Chez le pharmacien, bon, voilà. Et ils disent, on va étudier l'efficacité de ces vaccins a posteriori. Vous voyez, c'est le contraire de la médecine scientifique. C'est épouvantable. Ils sont créatifs. Et c'est admis par la population qui est complètement désinformée. Et vous allez dans les médias et vous voyez le professeur machin qui dit « Il est encore trop tôt, on est au mois de février, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de la vaccination antigrippale. » Vous voyez, on est à la fin de l'épidémie. Et en plus, on culpabilise les populations. On culpabilise les gens. De manière répétée. Et comme vous l'avez dit, il faut vacciner les bébés pour protéger les papilles et les mamies. Attendez, là, c'est absurde, c'est ridicule. Une émission pleine de révélations. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps. J'espère peut-être qu'on aura l'occasion de faire une autre émission, parce que vraiment c'est un sujet qui nous concerne tous. Hein. La vaccination, c'est, je sais pas, 600 000 enfants, 700 000 enfants qui sont vaccinés chaque année, des nouveau-nés. Sophie Guillot, vous voulez nous parler d'un vaccin ou deux ? Le plus rapidement possible, mais je vous laisse quand même un peu de temps, c'est important de prendre des exemples spécifiques. En fait, j'ai pris comme vaccin, comme exemple, deux vaccins qui
nous ont été vendus largement pour prévenir des cancers. Donc le premier vaccin, on l'oublie souvent, hein, c'est le vaccin hépatite B, parce que quand on nous a commencé à nous parler du vaccin hépatite B dans les années 80, on disait que l'hépatite B était une pathologie qui pouvait causer des cancers du foie. Donc si on vaccinait toute la population contre l'hépatite B, donc on allait voir moins de cancers du foie. Ça tombe mal, on n'en parle plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis, l'incidence des cancers du foie chez l'homme et chez la femme a augmenté en France. Donc franchement, si c'était ça l'objectif de vaccin hépatite B, on peut dire que ça n'a pas marché. Donc on n'en parle pas. Certains disent que c'est à cause de l'alcool. Or, la consommation d'alcool diminue régulièrement. Voilà. Et l'autre vaccin dont je voulais parler, c'est le vaccin HPV. Donc c'est le vaccin des papillomavirus. Qui est très promu aussi. On voit régulièrement sur France Inter ou ailleurs. Donc ce vaccin qui est donc dans le sujet de ce bouquin là, est-ce que là on voit bien, voilà. Donc, en fait, ce vaccin, ce livre a déjà plus d'une dizaine d'années. Hein. Il a été écrit par un médecin suisse. Et le vaccin du HPV, donc, c'est pour éviter les infections au papillomavirus, dont il existe plus de 150 souches. Donc, le vaccin, à l'époque, c'était un vaccin qui contenait 2 ou 4 souches. Celui le plus couramment utilisé, c'était 4 souches. Et il a été transformé en un vaccin à 9 souches il y a quelques années. Le problème, c'est que l'hypothèse de départ, c'est que les jeunes femmes qui contractaient ce virus risquaient d'avoir un cancer du col de l'utérus 20 ou 30 ans plus tard. Donc il faut énormément de recul pour voir s'il y a vraiment une différence sur le cancer du col de l'utérus. Ce qui ne faisait pas du tout l'affaire du fabricant, parce que ça veut dire qu'il faut investir énormément d'argent pendant des dizaines d'années sans savoir si au bout du compte, on va avoir un truc qu'on va mettre sur le marché. Donc, ils ont choisi un critère intermédiaire, qui est un critère s'intéressant aux lésions pré-cancéreuses du col. Et ils se sont fiés sur l'incidence de ces lésions. Et puis, ils ont demandé, parce que comme c'était magnifique et merveilleux, puisque c'est un vaccin contre le cancer, ça fait rêver, quoi. Donc, ils ont demandé une mise sur le marché, ce qu'on appelle en fast track, c'est-à-dire accéléré. D'accord. Donc, ils ont obtenu cette autorisation assez rapidement en 2006-2007. Donc, ça fait presque 20 ans qu'on vaccine. Même si, entre-temps, on a changé de vaccin, c'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro. Hein, on repart de zéro du moment qu'on utilise un vaccin à 9 souches. Mais en réalité, il y a plusieurs choses interpellantes. C'est que, d'abord, il y a plusieurs dizaines de souches qui sont soupçonnées d'être impliquées dans ces cancers. Donc, si on vise que 9 souches, c'est pas certain que ça va marcher sur l'incidence du cancer. Et puis, la deuxième chose, c'est que les cancers, comme beaucoup de cancers, c'est multifactoriel. C'est-à-dire, il y a peut-être des virus, mais il y a aussi d'autres choses, dont le tabagisme, dont la prise de pilules contraceptives. Les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques, etc. En tout cas, pour les cancers HPV, dont les pratiques sexuelles. Donc, par exemple, les gens qui ont beaucoup de partenaires sexuels ou pas, les gens qui commencent leur sexualité très jeunes ou pas. Enfin, tous ces facteurs jouent. Donc, le tabac. Donc, si on intervient... et l'alcool, d'ailleurs. L'alcool joue aussi un rôle dans beaucoup de cancers. Donc, si on n'intervient que sur un facteur, c'est-à-dire un virus, est-ce que réellement il va y avoir une incidence ? Or, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des pays qui, dès 2006-2007, se sont mis à vacciner massivement parce qu'ils ont vacciné dans les écoles. Notamment, on parle de l'Australie, on parle de la Grande-Bretagne, des États-Unis, etc. Enfin, il y a aussi les pays nordiques, Suède, Norvège, etc. Et la France, où on a vacciné qu'en cabinet médical, et en fait où il y a eu pas mal de réticences, puisqu'il y a jusqu'à pas si longtemps, on avait maximum 30% des jeunes filles qui étaient vaccinées. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement a décidé depuis l'année dernière de faire des campagnes de vaccination à l'intérieur des établissements scolaires. Intensives, je vous le confirme. Donc, c'est quand même intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment sur le cancer du col dans les pays qui ont massivement vacciné, puisque on a des pays qui ont vacciné à 80% les tranches d'âge. Et en France, on n'a eu que 30% des vaccinations à cette époque-là. Donc, avec 15-17 ans de recul, on regarde un peu ce qui se passe. Eh bien, patatras, en fait, c'est le contraire de ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'en Australie, en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques qui ont vacciné, comme la Suède, la Norvège et la Finlande, on voit une augmentation
de l'incidence du cancer du col dans les tranches d'âge qui ont été vaccinées. Voilà. Vous avez une courbe, Michel Delorgeril? Oui, j'ai une courbe là. En lien avec ce sujet. Voilà. Vous voyez, alors voilà, vous voyez la remontée de la courbe après le début de la vaccination, c'est une magnifique étude japonaise. Alors, je me permets d'ajouter quelque chose. Rapidement. Pourquoi on vaccine les adolescentes? Parce que la remontée de la courbe a été attribuée à la vaccination des femmes plus âgées. C'est-à-dire qu'on a admis, on a compris, sans le populariser, que quand on vaccinait, on avait une augmentation du risque, mais pour essayer de se disculper, on a dit oui, mais c'est parce qu'on vaccine ces femmes trop tard, alors qu'elles ont déjà un début elles ont déjà des lésions précancéreuses. Et alors, il faut savoir aussi, je m'excuse, mais je le rajoute, c'est que la plupart des lésions précancéreuses guérissent spontanément. Donc, utiliser ce critère pour justifier la vaccination, c'est un très mauvais critère. Donc aujourd'hui, malheureusement, je vous laisse conclure, on n'a aucune évidence que ces vaccins, réellement, diminuent le risque de cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a d'autres cancers. Alors je vous donne là des études qui montrent que pour les cancers oraux, pharynx, vous avez au contraire un bien meilleur pronostic quand dans la tumeur vous retrouvez le virus. Vous voyez, alors je vous en mets une, mais je vous en mets une autre si vous voulez. C'est publié dans des très grandes revues médicales. Il vaut mieux avoir des papillomavirus dans ces tumeurs en termes de pronostic plutôt que de ne pas avoir de papillomavirus. C'est des cancers, des cancers du cou, etc., de la langue, de la gorge. Donc vous voyez que là, on a affaire à des apprentis sorciers. Vous voyez, on vaccine des jeunes filles sans savoir si ça aura un effet ou pas, et il y a potentiels effets indésirables d'ici 10 ou 15 ans. Vous voyez, on a affaire à des apprentis sorciers. Grâce à vous, ce soir, je commence à comprendre peut-être pourquoi le vaccin des sujets est si sensible et si censuré. On a complètement débordé, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question pour finir ce plateau. On ne pourra pas tout aborder, j'espère vraiment pouvoir vous accueillir une nouvelle fois. C'est quand même sur le problème de l'immunité collective, faire un tour de table rapide, parce que c'est vraiment l'argument qui nous est présenté. Je le disais en introduction, on ne se vaccine pas que pour soi. On se vaccine parce qu'on est altruiste, on pense aux autres, on est dans la solidarité. C'est vraiment des arguments permanents qu'on nous répète. Et donc, c'est aussi pour ouvrir la porte aux obligations vaccinales. On sait qu'aujourd'hui, depuis 2018, 11 vaccins pour les nouveau-nés. Depuis 2025, 12 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés. On disait que c'était aussi pour les parents qu'on voulait informer les futurs parents. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Sophie Guillot, peut-être sur l'immunité collective et l'obligation. Je vous laisse quand même 4-5 minutes chacun pour aborder cette question, pour finir. Oui, et sur la question de l'immunité collective, comme on le dit depuis le début de l'émission, en fait, ça dépend des maladies, ça dépend des vaccins. Mais il n'y a pas beaucoup de vaccins qui apportent une immunité collective. Donc, par exemple, sur les 11 vaccins, voire les 12 qui sont maintenant obligatoires pour les enfants, il y en a beaucoup qui n'apportent pas d'immunité collective, qui, dans le meilleur des cas, apportent une immunité individuelle. Point. Donc, pourquoi imposer ces vaccinations à tous les enfants? Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête que tout le monde sait, enfin, je veux dire, ça c'est vraiment... Le vaccin antitétanique n'apporte aucune protection à personne d'autre que la personne vaccinée dans le meilleur des cas. Et même si on est persuadé que le vaccin est efficace, la personne vaccinée ne protégera qu'elle-même. C'est pas parce qu'elle est vaccinée qu'elle va empêcher un tétanos à d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de justification, d'obligation sur ce vaccin. On peut dire la même chose sur la diphtérie et on peut dire la même chose sur la polio pour les raisons qu'a expliqué Michel tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc, si on commence à regarder de près, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vaccins qui n'apportent pas d'immunité collective. De la même manière, on nous parle en ce moment, depuis quelques semaines, du vaccin de la grippe, en prétendant qu'il faudrait le rendre obligatoire pour les soignants. Mais on a zéro preuve que le vaccin de la grippe permettrait de protéger les autres. Elle est où l'immunité collective là-dedans ? C'est incroyable, tout ce qui est caduc, tout ce qu'on a entendu est caduc, et pourtant vous sortez que des sources officielles, des chiffres officiels, des revues scientifiques. Alors ça, c'est... Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, mais juste cité, c'était le fait que, par exemple, avec HPV, avec beaucoup d'autres vaccins, les pneumocoques, si on fait une pression de sélection avec un vaccin sur une catégorie de sérotypes, on promeut des cousins, en quelque sorte,
qui n'ont pas tout à fait qui échappent à ce vaccin et qui, de ce fait, sont stimulés et apparaissent plus fréquents. Donc on remplace une maladie par une autre. C'est un risque potentiel, et ce risque, on ne le connaîtra que longtemps après que la vaccination, si elle est obligatoire, soit mise en route. Donc c'est quand même aussi un Pas obstacle. forcément longtemps, parce que pour les HPV, par exemple, s'ils ont multiplié les antigènes dans les vaccins, c'est parce que d'autres papillomavirus étaient apparus. Voilà. Même chose avec les pneumocoques. Hein, Avec vraiment... les méningocoques aussi, je crois. Et on le voit pour avec les méningocoques, c'est un peu plus difficile. C'est différent. C'est différent. Alors, juste pour... Oui, avant de vous entendre sur l'immunité collective, j'aimerais rappeler quand même, parce que les auditeurs ne le savent sûrement pas, c'est qu'en fait, la France, c'est un des seuls pays européens à imposer autant de vaccins pédiatriques. Il n'y a aucune obligation vaccinale dans 13 pays européens. Il n'y a aucune obligation vaccinale dans 13 pays européens. C'est officiel, donc vous pouvez les vérifier. C'est encore pour montrer le décalage et comment la France a beaucoup de biais. Mais vous vouliez encore rebondir avant de laisser Michel Delorgeril ? Pour ce qui est il y a deux catégories de vaccins. Il y en a qui sont à bénéfice individuel pur, hein, ça a été dit. On ne voit pas pourquoi on les rendrait obligatoires. On ne vous rend pas obligatoire en traitement quelconque. C'est contraire à toute l'éthique médicale. Bon, il y a des vaccins qui, d'après les officiels, sont réputés à la fois efficaces à titre individuel et collectif. Et dans ce cas-là, d'abord, il faut le prouver. Hein, et on a dit que c'est pas facile à prouver. C'est basé sur des modèles mathématiques. Et en cas d'épidémie, on sait ça souvent après, vous voyez. Mais c'est suspecté pour la rougeole, mais même pas validé vraiment. Alors, même dans ce cas-là, je pense que l'obligation vaccinale est excessive. Parce que... elle est excessive, parce que le consentement du patient est obligatoire, et le consentement d'un sujet sain est encore plus obligatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je termine là-dessus. Oui. Alors, c'est un concept absolument fondamental en médecine scientifique, c'est le concept de porteur sain. Oui. Voilà. Alors, la variole a été éradiquée parce qu'il n'y a pas de porteur sain. C'est-à-dire, si vous êtes exposé au virus, vous serez malade. Et par conséquent, dès que quelqu'un a été exposé au virus, vous l'isolez, ainsi que son entourage, et vous attendez. Vous attendez, soit le patient va mourir et il emporte le virus avec lui, soit il guérit et il a tué le virus. C'est ça le processus d'endiguement que vous avez parfaitement décrit. Mais ce concept de porteur sain, il est fondamental. Par exemple, pour la grippe, vous pouvez très bien avoir le virus dans la gorge, éternuer, tousser, transmettre et ne jamais être malade. Vous êtes un porteur, transmetteur, sans être malade. C'était le cas aussi, c'était pour ça que c'était dur avec la Covid-19. Vous parlez d'asymptomatique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un porteur sain dans les sciences. Donc, avec la rougeole, c'est la même chose. Hein, c'est un virus respiratoire. Vous pouvez le transmettre alors que vous n'êtes pas malade. C'est l'idée complètement fausse, que je vaccine Pierre pour protéger Paul. Alors Paul, en l'occurrence, si vous écoutez nos grands experts, entre guillemets, ce sont souvent des gens qui ne peuvent pas être vaccinés. Par exemple, parce qu'ils ont une chimiothérapie, par exemple, parce qu'ils ont une maladie immunosuppressive ou immunodépressive, etc., ou quoi que ce soit. Donc le médecin ne veut pas... mais c'est quand même relativement rare. Faut-il vacciner des dizaines de millions de gens avec le risque d'effets indésirables, sous prétexte qu'on va protéger des gens, mais qu'on ne les protégera pas parce que... vous voyez, c'est comme le cocooning dans la coqueluche, où on vaccine les grands-parents pour ne pas transmettre... Le bacille de la coqueluche, parce que là aussi il y a des porteurs sains, c'est un agent pathogène respiratoire. Oui, mais vous n'allez pas vacciner le facteur, vous n'allez pas vacciner le gars qui vient relever votre compteur d'eau, la voisine, etc. Alors, ce sont des stratégies absurdes. Vous voyez, ce n'est pas rationnel. Et si ce n'est pas rationnel, mais qu'on le recommande, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler. Et là, on revient à la censure, parce que si vous mettez tout ça sur la table, vous voyez, Madame Michu, qui regarde notre film à la télévision, vous dire, mais
Mais qu'est-ce qu'il me raconte Sur quelle planète on est ? Le ministre de la Santé, là, c'est complètement faux, ça. Et Marie-Thérèse, est-ce que tu pourrais, toi qui fais des études, est-ce que tu pourrais vérifier ce qu'il raconte, le gars, là, à la télévision, pour voir si c'est vrai, c'est le ministre, ou le docteur Delorgine, ou vous-même, qui disent des bêtises. Vous voyez, c'est la contradiction terrible des autorités sanitaires aujourd'hui qui sont obligées de continuer à raconter des bêtises pour ne pas avoir à dire que depuis 10, 20 ou 30 ans, ils ont raconté que des bêtises. C'est incroyable, toutes les révélations, hein, vraiment, au cours de cette émission. Vous avez parlé, vous partagez le fait que l'obligation vaccinale aujourd'hui est absurde. Elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime, en tout cas. Et c'est même contraire, selon vous, docteur Rouillet, à l'éthique médicale. Vraiment, merci, c'était vraiment passionnant. On mettra sous cette émission de nombreuses ressources, des livres, des documentaires, vu que le temps passe vite, pour permettre aux auditeurs, à nos abonnés, de continuer. Je voulais juste 3 phrases, un petit tour de table pour finir. Sophie Guillot, sur ce qui vous tient à cœur, le but de cette émission et un message que vous aimeriez passer. Ce qui me tient à cœur, c'est que, comme pour tout traitement médical, les patients aient la possibilité d'exiger une information au préalable avant de donner un consentement libre et éclairé. Et dans d'ailleurs la loi de 2022... C'est la loi. De 2002 Non, de 2004, je crois. 2004, oui. Le rappeler, la loi Kouchner. Mais à ce sujet, il faut dire aussi que les médecins ont été dépossédés de l'acte vaccinal. Absolument. Hein, ils ne sont plus... on vaccine partout. Et c'est plus un acte médical authentique, personnalisé. C'est une vaccination. C'est ça qui était qu'on avait dans l'objectif. C'est pas qu'un médecin puisse effectivement, dans une circonstance particulière, penser qu'un vaccin puisse être utile. C'est cette vaccination massive à tout le monde, indifférenciée parce qu'on est né en telle année ou parce que voilà. Cette vaccination-là ne doit pas être obligatoire. Il faut arrêter ça. Il faut rouvrir le dossier de l'obligation vaccinale. Il faut relire le calendrier vaccinal aberrant qui nous vaccine les nouveau-nés contre des maladies qui n'existent plus, etc. Il faut rouvrir ce dossier très tranquillement et puis arrêter l'obligation vaccinale. On n'empêchera pas les gens qui veulent se vacciner tous les 3 mois de le faire s'ils veulent, mais que les autres aient la liberté. J'espère que nous allons participer à réouvrir ce dossier de l'obligation vaccinale. Si vous aviez un message à faire passer, un dernier message. C'est un message d'optimisme. Oui, parce que là, on a beaucoup souffert, en tout cas moi, pendant la Covid. Oui, mais il y a quand même un niveau d'information. Par rapport à avant la Covid, le niveau d'information est monté de manière exceptionnelle. Pas simplement pour comprendre le système immunitaire, mais oui, les gens sont devenus de plus en plus sceptiques et hésitants. Et c'est une catastrophe pour les autorités sanitaires. Oui. Sceptiques, curieux, comme vous voulez. Alors, une news, comme on dit dans les médias, hein, le niveau aux États-Unis, hein, c'est un peuple plutôt obéissant, on va dire ça, et puis, bon, le nombre d'exemptions religieuses pour éviter les vaccins a doublé. En 2 ans, a doublé. Suite à la Covid. Donc les gens, vous voyez, l'exemption religieuse, aux États-Unis, la religion c'est sacré, chez nous c'est un pays laïque, donc l'exemption religieuse n'existe pas. Aux États-Unis, vous dites, moi je suis amish ou je suis, peu importe la religion, ça m'interdit, j'ai pas le droit d'être vacciné, vous ne serez pas vacciné, vous aurez quand même droit à l'école. Bon, ce sont des exemptions religieuses, elles ont doublé. Donc ça veut dire que et les États-Unis sont intéressants de ce point de vue-là, ça veut dire que la doxa vaccinaliste est en train d'être remise en cause et donc une certaine forme de pouvoir, hein, comme on a dit au début. Et ça, je pense que ça ne va pas tarder à arriver en France aussi. Et vous voyez, le fait que vous nous ayez invités à ce film, c'est aussi un symptôme qu'il y a une montée alors je vais dire du scepticisme ou de l'hésitation vaccinale, qui est quand même de bonne aloi. Hein. Je pense qu'on est sur un chemin qui... je suis plutôt optimiste.
Merci beaucoup, docteur Michel Delorgeril. Vraiment, vous avez fait 11 livres sur les vaccins. On mettra évidemment toutes les références sous la vidéo. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'était, je le répète pour la 3e fois, mais c'était vraiment exceptionnel, c'était passionnant. Et je remercie aussi nos 2000 abonnés qui permettent à Citizen Light d'exister, qui permettent à ces émissions de pouvoir avoir lieu concrètement, de permettre à des experts de se déplacer de la France, indépendants, qui ont une liberté de parole totale sur le plateau de Citizen Light. Et en fait, aujourd'hui, 2000 abonnés, ça ne nous suffit pas pour continuer d'exister. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, faites grandir notre média. Si vous voulez changer les médias et avoir un nouveau paysage médiatique, eh bien, ça dépend de vous. Les médias, c'est pas gratuit. On a besoin de vous pour exister, pour grandir et pour faire vivre une autre voix. Merci, prenez soin de vous et belle soirée. Bye bye. Au revoir. Au revoir. you